Quand les gens, je les croise en soirée, qui me disent ouais, t'as planté ta boîte, et je pourrais leur répondre ouais, mais j'ai vendu la deuxième. Ça représente quoi financièrement à ce moment-là quand tu arrives à revendre? Entre 150 et 300 000 euros. Déjà, à The Family, c'est vrai, je rencontre 3, 4, 5 entrepreneurs qui ont fait des beaux exits. J'en ai trouvé beaucoup que j'ai senti malheureux. Mais du coup, j'ai essayé de tirer mes conclusions justement en lisant entre les lignes et en les observant. Et il n'y en a qu'un seul que j'ai trouvé vraiment heureux, avec tu vois, une belle aura, une belle énergie. C'est celui qui avait gardé la même vie qu'avant, qui avait son scooter cassé, qui avait gardé sa copine, qui n'avait pas changé son train de vie. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur 2.0 dans lequel on rentre dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et quelle vie les amis. Aujourd'hui on a la chance de rencontrer Maxime Blondel, dit Blondy sur les réseaux, fondateur bien évidemment d'un startup studio aujourd'hui qui s'appelle The Secret Company, qui a déjà réussi à générer des millions d'euros. Mais avant ça, c'est surtout un entrepreneur du web qui s'est fait connaître pour avoir réussi à construire des muses sans vraiment le vouloir et réussi à générer des milliers d'euros de façon passive sur Internet. Il a été connu pour ça, a fait des conférences, il vous a inspiré à créer des muses sans vraiment le vouloir. On le verra également dans cet épisode. On va voir également son expérience en tant que salarié chez The Family, comment ça s'est passé avant de réussir à construire ce startup studio. On a l'impression aujourd'hui qu'il vit une espèce de vie de rêve en réussissant à entreprendre, à créer des projets, à avoir du succès tout en emmenant ses amis avec lui, en vivant dans une coloc parisienne et en kiffant la vie au quotidien. Vous allez pouvoir découvrir les coulisses de tout ça, comment ça se passe et quelles sont les différentes étapes qui lui ont permis d'arriver jusque là où il en est aujourd'hui. Une interview riche en rebondissements dont je suis persuadé que vous allez adorer. Alors comme d'habitude, pensez à nous laisser un énorme like, un commentaire en dessous de cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à ce podcast et à nous laisser 5 étoiles et une review si vous êtes sur les plateformes de podcast. C'est essentiel pour pouvoir permettre de faire découvrir notre travail à un maximum de personnes. On compte sur vous. C'est parti pour cette interview. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode des Entrepreneurs 2.0. L'opportunité pour nous de rentrer dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et quelle vie les amis. Aujourd'hui on a la chance d'avoir Maxime avec nous. Salut Maxime. Salut Enzo. Quel plaisir de t'avoir aujourd'hui, de te recevoir. Maxime, que dire? C'est un petit peu tout et rien à la fois. C'est la magnificence à son état brut. De l'extérieur, on a l'impression que c'est le rêve de tous les entrepreneurs. De l'argent, du kiff, des copains, de la fête en permanence. On s'amuse, on kiffe, on partage le tout sur Instagram. Et en plus, on se voit évoluer. Ça a l'air vraiment incroyable. Il aime partager des secrets sur Internet. Vous savez, le secret, c'est le truc que les gens peuvent dire en public et que finalement très peu de gens comprennent. On va revenir aujourd'hui sur le parcours d'un mec qui va se découvrir étudiant entrepreneur au final, qu'il va commencer à monter des boîtes, le rêve de créer une start-up pour finalement complètement abandonner et créer une muse, réussir à commencer à gagner de l'argent avant de faire un truc qu'il décrira comme sa zone de génie, le truc qu'il a l'impression qu'il doit faire pendant très longtemps parce que ça a l'air vraiment cool. C'est son startup studio. Mais avant d'être un génie comme ça du web et de fasciner tout le monde, Max, ou dit Blondy sur Internet aussi, c'était quoi ton rêve de gosse à toi? Moi, je voulais être journaliste à la base. C'est comme ça que je suis un peu rentré dans l'entrepreneuriat, parce que je voulais être journaliste. C'est pour ça que j'adore faire des podcasts, Enzo. Merci pour l'invitation. Je voulais être journaliste radio. J'avais trop envie d'avoir, mais même pas journaliste radio, même plus peut-être animateur radio. Tu vois, j'ai grandi avec D-Fool dans l'oreillette, sous l'oreiller. Le soir, quand tu caché. allais te coucher, un peu en caché, en écoutant. Pirate, ouais, bien sûr. Est-ce que tu écoutais ça sur ton radio réveil? Non, parce que j'avais pas de radio réveil. Je crois qu'à l'époque, je devais avoir un iPod ou un truc comme ça. Ouais, je devais avoir un iPod. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai grandi avec ça et je voulais trop faire animateur radio. Je rêvais d'avoir sur ma bande de potes pas une matinale, pour le coup, une radio libre du soir, une radio pirate. Peut-être que je le ferai un jour. C'est un truc que j'ai dans les tuyaux. Ça m'anime. Ce que tu es en train de me dire là m'anime profondément. Là, mais franchement, tu feras là, vu l'intro que tu as fait, quel animateur. Merci beaucoup. Ça C'est un de parfait. mes kiffs. C'est un de mes kiffs. C'est vraiment un amusement pour moi. Je prends vraiment beaucoup de plaisir pour le coup. On en reparlera peut-être après en parlant de zone de génie. Ouais. Et c'est pour ça que sans prétention aucune, en détente totale, je te disais en introduction en off qu'on va faire la meilleure interview parce que c'est le kiff. Et quand Mais on le est dans challenge, sa zone,
Visiblement, ça ouf. marche bien. Ouais. On en reparlera parce que tu as notamment beaucoup communiqué là-dessus, sur ce truc, justement trouver sa place et puis laisser opérer, la magie, et tu as l'air de faire ça, incroyablement bien. Quand est-ce que tu as tué ce rêve de gosse de devenir journaliste? Si tu l'as tué et si tu ne l'as pas tué, comment est-ce que tu l'as transformé? Comment est-ce que tu l'as fait muter? Je suis persuadé que je finirai, animateur radio, que ce soit, mon propre podcast avec mes potes, parce qu'on va faire une radio libre. J'y pense de plus en plus, mais ce sera peut-être, mi-entrepreneuriat, vie de la en fait, ma ligne éditoriale sur Instagram, hein, kiff et taf. Donc Mmh. je pense que je vais le faire un jour. Non, mais il s'est tué tout seul, en fait. Je voulais donc un peu animateur radio. Après, je me suis dit: «Ah, journaliste, c'est chambé, c'est plus sérieux», tu vois? Ça faisait plus plaisir à mes parents. Ouais. Et en fait, j'étais pas très bon à l'école. J'ai vu que c'était compliqué de devenir journaliste, il y avait peu de place, qu'en plus derrière ça embauchait pas vraiment. Et quand j'ai commencé à me renseigner, c'était le journaliste web qui était en plein essor, donc rédacteur, pour, je sais pas, lefigaro.fr, Le Point, Mmh. et cetera. Et ça me motivait bien. Je me suis dit qu'il y avait des places à prendre. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le journalisme web, forcément sur Twitter. Sur Twitter, j'ai découvert plein de choses, et notamment les entrepreneurs, qui sont un segment des gens qui sont assez actifs sur Twitter. Ouais. Et en fait, je me suis dit que j'ai commencé à en suivre, et je me suis dit que c'était eux que je voulais devenir. Ils avaient l'air cool. Alors, Mmh. ils avaient l'air de faire des choses intéressantes, en même temps de kiffer leur vie, en tout cas ceux que je suivais. Je me suis dit que je voulais faire ça. Et rapidement, en fait, ouais, j'ai quitté le journalisme web et je me suis dit, OK, je vais monter des projets sur le web. En fait, le web, je pense, m'a happé, m'a plus passionné que le journalisme. Et le fait de monter des trucs sur internet, dans journaliste web, tu as gardé web, quoi. Ouais, Tu as gardé exactement. web et tu as dit: «On va faire des trucs avec ça». Ouais, mais parce qu'à l'époque, tu vois, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, mais je connaissais Mmh. pas vraiment internet en réalité. Et le jour où j'ai découvert YouTube, mais je suis tombé dans la marmite, et j'en suis plus jamais ressorti. Et sur YouTube, tu peux découvrir tellement de choses, tellement de choses. Complètement. Tu fais partie de cette génération qui a grandi, du coup, avec YouTube en apprenant de tuto en tuto, de centre d'intérêt en centre d'intérêt, de passion en passion? Ouais, 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 j'ai appris à me raser sur, YouTube. J'ai appris beaucoup de choses sur YouTube, vraiment beaucoup de choses. C'est beau. Quel quel enfant tu étais, toi? Pour donner un peu de contexte, tu étais plutôt, le mec, hyperactif? Tu es plutôt le mec timide? Tu es plutôt le mec, qui sociabilise beaucoup très tôt, très jeune? Non, plutôt timide, même très timide, heu, pas trop d'amis. J'avais que des amis filles, c'était assez marrant. J'avais que je traînais que j'étais le seul Smart, garçon. smart. Ouais, mais non, je sais pas, c'était les seuls à qui je m'entendais bien. Les garçons voulaient pas trop me parler. Peut-être parce que Mmh. j'étais bizarre, j'étais un peu maigrelet, j'étais, tu vois, pas très sociable. Mmh. Et du coup, j'étais pas un ouais, je sais pas pourquoi. En fait, il y a pas trop de raisons, mais j'étais pas un enfant très heureux. Et j'ai eu un déclic à la toute fin du collège, au lycée. Et beaucoup aidé par un cousin, un grand cousin, Victor, que je salue, qui lui était, mais un animal social. Il était, tu vois, genre, trop drôle, tout le monde l'aimait. Et en fait, il m'a pas mal pris sous son aile, et j'ai beaucoup appris en le regardant, en fait. Tu es devenu le wingman de Victor, c'est ça? Ouais, vraiment, vraiment. Mais en fait, juste, je l'observais, et par mimétisme, tu vois, j'essayais de devenir aussi sociable que lui. En fait, j'ai eu une envie de changement. J'étais trop malheureux et je me suis dit: «Il faut que ça bouge», et je me suis dit: «Vas-y, je me mets au rugby», donc je me suis musclé, ce qui a un peu aidé parce que bon, tu vois, quand tu es maigrelet, je sais pas pourquoi, mais socialement, on a un peu peur que de toi. Un peu moins de confiance en soi, peut-être Ouais, aussi, ouais? aussi, aussi. Donc je me suis mis au Mmh. rugby, sur YouTube, mais j'ai appris tellement de trucs différents sur YouTube. J'ai appris à jongler avec des bouteilles, j'ai appris la guitare, j'ai appris, un peu l'entrepreneuriat, j'ai appris le web, à comprendre ce qu'était internet, à coder un peu, tu vois? Mmh. Et je me suis fait des amis, et j'ai pris de l'assurance. Et tu vois, à partir je dirais de 16 ans, ma vie a changé. Et alors moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais tu vois, j'ai recroisé un peu mon premier amour, il y a 1 an de ça, qui elle m'a rappelé un truc marrant, qui m'a dit: «Ouais, quand on sortait ensemble, ouais, tu avais 17 ans». Déjà, apparemment, j'avais des sortes de petits livres, que je cachais dans ma chambre, dans lequel, je me notais plein d'idées de projets et des projets d'entreprise. Moi, je m'en souvenais pas du tout. Elle m'a rappelé ça, et elle m'a dit: «Non, mais moi, à l'époque, déjà à 17 ans, je savais que tu allais finir entrepreneur». Alors qu'à l'époque, à 17 ans, moi, j'étais toujours un peu dans un délire de journaliste. Et mais ça veut dire que peut-être qu'à 17 ans, j'avais déjà l'envie de monter des projets. Je sais pas si je savais ce qu'était l'entrepreneuriat, mais Créer des trucs, quoi. ouais, créer des trucs. Bah, j'ai toujours créé, par contre, ça c'est vrai. Tu vois, j'ai composé de la musique, j'ai beaucoup dessiné, j'ai créé des choses depuis très, très, très jeune. Ça, c'est ma mère me l'a rappelé récemment, ouais. Hem, Ça, c'était effectivement,
un fil conducteur depuis tout petit. Justement, ton moule familial, parlons-en, rapidement. C'est quoi un peu les bases au niveau du travail, au niveau de l'épanouissement, au niveau également des valeurs de l'argent? Qu'est-ce qui t'a été, inculqué? Qu'est-ce que tu as vu, toi, en grandissant? Euh, j'ai eu une éducation très, je sais pas si on dit libertaire ou libertarienne. Ma mère est professeure des écoles, institutrice, tu vois, ça fait peut-être, je crois, 30 ans qu'elle enseigne à des élèves en CP, principalement. Ma grand-mère a... Grande passionnée d'éducation et de pédagogie, Ouais. qu'un jour il faut vraiment qu'on arrive à transmettre son savoir au monde entier, c'est ça? Ah ouais, ouais. Bah, elle me l'a refilé, hein. Et ma grand-mère était pareil. Donc, et pareil, ma grand-mère a joué un rôle euh, incroyable dans mon éducation. Donc, c'était deux grandes femmes, et c'est deux grandes femmes toujours. Euh, et mon père était, on va dire, commercial dans des sociétés de cosmétiques. Mais on m'a toujours en fait laissé faire ce que je voulais. On m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais, mais je devais pas dépasser certaines bornes. Donc, par exemple, tu vois, on me donnait pas d'horaire pour rentrer après les soirées, Mmh. mais je savais qu'il y avait une sorte d'horaire acceptable, tu vois. Et tant que je le Mmh. respectais, on me laissait libre. Donc, en fait, naturellement, je pense que moi, c'est une éducation, si j'ai des enfants, j'essaierai de leur redonner, c'est pas de règles, mais la liberté est une forme de règle à choyer, à respecter, entre guillemets. Et OK. j'ai bien aimé ça. Ça, j'ai bien aimé. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, beaucoup servi. Et ouais, non, le travail, en vrai, bah, forcément, j'ai une mère prof, tu vois. Donc, c'était important que je sache bien lire et écrire, que je sois sérieux, que je fasse pas trop de bêtises, au moins que je sois en présentiel en cours. Après, mes parents ont très vite vu, parce que tu vois, j'étais frère et sœur, très vite vu qu'on Mmh. était très différents. Mon grand frère, tu vois, est vraiment érudit, une tête, il a fait Polytechnique. Moi, j'ai arrêté mes études à bac+2. Et en fait, Mmh. on m'a jamais jugé, mis la pression. Je me la suis peut-être mis plus que les autres, tu vois. J'avais un peu Ouais. honte à bac+2. Mais non, je pense que l'éducation, c'était le goût d'apprendre, mine de rien, le travail. Et Est-ce qu'il y avait cette sensation du travail dur? Est-ce que le travail, c'est dur? Est-ce que le travail, c'est sale? Est-ce qu'il faut galérer? Est-ce qu'il y avait cette non, valeur-là ou pas du tout? non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. On en parlait même. Enfin, on devait être sérieux, en fait. On devait être sérieux, mais on m'a jamais appris que le travail, c'était dur ou sale. Et Mmh. non. C'était quoi gagner beaucoup d'argent pour le petit Blondie? Ah, Qu'est-ce bah, que tu pareil, rêvais? C'était quoi le cap? C'était quoi l'environnement dans lequel tu as grandi? bon, on n'était pas très, très riches, mais pas très pauvres non plus. Tu vois, on était classe moyenne, je dirais. Avec des moments plus ou moins difficiles, mais mes parents ont divorcé, donc tu vois. Mais tu vois, Mmh. même quand je vivais en HLM avec ma mère, j'ai le souvenir qu'elle me donnait tous les dimanches 10 francs que je devais gérer moi-même. C'était mon argent de poche. Et tu vois, Mmh. pareil, l'éducation monétaire. En fait, j'ai toujours tu vois, parfois j'ai rencontré des copains qui me disaient, moi, je sais pas gérer mon argent, je suis toujours à découvert. Ouais. Euh, Dès que j'ai de l'argent, je le dépense. Et moi, j'ai toujours fait un peu de l'épargne. Et ça n'a jamais été très difficile pour moi de gérer mon argent. Mais je pense grâce à ça, parce que j'ai eu un budget très tôt, j'ai compris ce que c'était une épargne, les flux monétaires, etc. Et après, qu'est-ce que c'était de devenir riche pour Blondie? Blondie, Ouais, elle est... ou bien gagner de l'argent, tu vois? Genre le goal, «Ah oui, tiens, il y en a, moi, si je réussis ma vie, il faut que je gagne 3 000 € par mois» ou quelque chose comme ça, tu vois? Non, honnêtement, j'ai jamais été passionné par l'argent, je le suis toujours pas. Je trouve juste que c'est un bon indicateur de est-ce que je fais bien mon travail aujourd'hui. Donc, j'essaie d'être le plus Mmh. riche possible. Je le suis pas du tout encore assez. Mais non, ça a jamais été un objectif, honnêtement. Si ce n'est que, tu vois, moi, on m'a toujours appris qu'il te fallait 2 500 € par mois pour payer ton loyer et manger. C'était un peu le... C'était une première target, quoi. Ouais, mais c'était plus le... Non, c'est plus le minimum syndical. C'est en mode, quoi que tu fasses, c'est le minimum qu'il faut avoir pour tenir et peut-être élever une famille, etc. Ce qui est pas énorme, hein, mais on m'a plus enseigné le minimum syndical. Tu vois, mais Bah, ce qui est pas énorme, tu sais qu'il y a quand même la moitié de la France qui vit en tout ça, hein. non, non, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, bien sûr. Non, non, ça, Mais je en suis tout tout cas, à ça fait... nous permet de comprendre dans quel moule, tu vas grandir, quoi, en termes de target, de vision. J'imagine déjà, si tu veux, avec une croyance comme ça, compliqué de gagner en dessous, tu vois? Par exemple. Euh, Ouais, mais tu vois, l'argent a plutôt, je suis famille normande, plutôt, tu vois, classe moyenne. L'argent a toujours été plutôt tabou, en vrai. Mmh. On n'a pas du tout une culture à l'américaine où, tu sais, on fait des prêts, on vit au-dessus de nos moyens. Pas du tout. Euh, c'est plus moi qui me le suis auto-enseigné après, à me mettre à risque pour aller pousser et voir ce
que je suis capable de faire. Mmh. Mmh, mais ouais, et du coup, j'ai pas les folies de l'argent, tu vois? Par contre, on m'a toujours enseigné que le kiff, c'était important. Ouais, le bon vivre, le bien vivre, Ouais. ce côté, kiff, on le ressent, beaucoup justement, c'est ce que je te disais. Justement, on va faire un peu un saut dans le temps, mais c'est pas grave, on reviendra là-dessus après. Je Mmh. te disais en introduction, de l'extérieur, le kiff de tous les entrepreneurs, en tout cas de mon kiff personnel, je suis jaloux, monsieur Maxime Blondel, quand je vois votre Instagram. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment la sensation aujourd'hui que tu as réussi à réunir quelque chose qui sont des valeurs qui, moi, me tiennent cher, qui tiennent certainement cher à beaucoup de gens, de réussir à entreprendre, monter des projets, mais de pas le faire tout seul, de réussir avec le faire, la coloc, les copains, le kiff. On fait la fête, on monte des trucs qui nous font kiffer, mais de l'intérieur, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit de l'extérieur ou est-ce qu'il y a des trucs où c'est un peu moins le kiff, du quotidien? Honnêtement, on communique très, très peu parce qu'on n'a pas un objectif, on n'a pas un besoin d'être très connu de Secret Company. On est un startup studio. On a besoin tous les 18 mois de rencontrer 2-3 CEO qu'on trouve intéressants. Mmh. Hem, donc on n'a pas un enjeu de communication. C'est pour ça que c'est très amateur. Tu vois, c'est encore moi qui gère le Instagram. Honnêtement, c'est pas pour, c'est pas pour te foutre le seum, mais c'est beaucoup plus drôle, alors, c'est beaucoup plus drôle à l'intérieur parce je pense qu'on partage 1/10 des choses qu'on fait ou qu'on vit et des Mmh. discussions. Peut-être que ça mériterait qu'on partage plus. Hem, Bah, d'où le podcast. D'où le podcast, ouais, ouais. Alors, tu as raison. Moi, je suis conscient de la chance que j'ai. Ne t'inquiète pas, j'ai fait mon deuil, je me suis marié et donc du coup, ma femme, elle savait que j'avais un projet comme ça, elle m'a dit: «Non». Donc ne t'inquiète pas, c'est bon, moi j'ai fait mon Ouais, deuil, tout va bien. mais tu as trouvé l'amour, tu vois? De toute façon, principe d'échange équivalent, faire des concessions, tu gagnes quelque chose, tu perds quelque chose. Eh. Et tu vois, par exemple, parlons-en. Je 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 considère vraiment la chance que j'ai. Et honnêtement, tous les jours, je me dis que j'ai une vie bien meilleure que ce que je n'aurais, imaginé, rêvé. Pour l'instant, Mmh. ça peut tourner, Bien la vie, sûr. c'est donc là, j'en profite et surtout, le choyer, c'est de travailler dur pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Cette vie, Grave. effectivement, on est 5 en coloc, au cœur de Paris avec mes meilleurs potes et du coup, c'est une chance qui doit être choyée et du coup, tu dois travailler dur pour essayer de faire durer ça le plus longtemps possible. Parce que c'est un cycle et que ça va forcément tourner et surtout, Mmh. le temps passe vite et il y a un moment, mes colocs, je vois aussi, tu vois, ils sont amoureux et leur copine je pense bientôt, leur demander que Ouais, le startup oui, studio à 5 mecs et bientôt 5 nanas, ça sera plus la même ambiance, ouais. si, alors ça, non, ça c'est trop cool. Franchement, il y a tellement de passages dans notre coloc, c'est incroyable. Mais je sais qu'un jour, on ira tous faire nos vies dans nos appartements, Ouais. il y en a qui vont se marier, il y en a qui vont avoir des enfants, ce sera différent, mais ce sera cool aussi. Mais non, on a une chance incroyable. Je pense qu'effectivement, hem, je pense que c'est encore plus fun l'envers du décor que ce qu'on a le temps de montrer. Par Cool. contre, of course, il y a des moments, très difficiles. Tu vois, il y a des choses Mmh. dont on n'a jamais parlé ou dont on parle peu. Heu, il y a un des membres de l'équipe qui, après le deuxième confinement, tu vois, donc fin 2020, qui fait un burn-out et qui part 6 mois, qui se met au vert et qu'on pensait qu'il allait jamais revenir. Nous, Mmh. c'est notre ami, donc tu vois, on lui a dit: «Écoute, en fait, même si tu reviens et tu dis: "Je veux être barman et je veux plus être dans la boîte"», trop cool. En fait, c'est ton bien-être qui passe en premier. Finalement, Mmh. il est revenu 10 fois plus fort, 10 fois plus heureux et cetera. On a créé les conditions aussi pour, qu'il prenne le temps pour lui, pour Que faire ça le se point. passe bien. Mmh. Ouais, exactement. Des choses comme ça dont effectivement, on monte moins sur Instagram. Il y a des jours où on s'engueule, il y a des jours où vivre à 5, les chaussettes qui traînent, forcément il y a des remarques. Mmh. Mais dans la globalité, on est conscient qu'on est sur un petit nuage mais du coup, moi, ce que je me dis toujours, c'est qu'il faut le choyer et du coup, il faut travailler dur pour respecter ça et le faire durer le plus longtemps possible. Parce qu'un rêve, ça dure pas éternellement. C'est intéressant ça, du coup, pour directement partir dans des putains de clichés. Est-ce que, il y a ce truc de gratitude, chez Blondy? Est-ce que on se lève tous les matins, on prend son petit carnet et puis on écrit 5 points positifs qui sont cool dans la vie? Et est-ce qu'on essaye un peu de choyer ce truc très américain ou très, mouvement un peu oriental, dev perso and co? Mais finalement, est-ce que toi tu le vis à Je ta façon aussi? Alors j'ai pas de petit carnet pour faire ça, mais je sais que je le fais naturellement. Tu vois,
Une de mes, je dirais, rares qualités, c'est avoir de la chance de. Je me connais très bien, je crois en tout cas. Et tu vois, je sais que ça, je le fais naturellement. Bah, parce que, tu vois, parce que j'étais un enfant triste, parce qu'il m'est arrivé différentes choses où je sais que littéralement, tu peux passer la rue, il y a un bus qui passe et t'es plus là. Littéralement, moi, enfin, vraiment, je profite de chaque jour, quoi. Même les jours où c'est difficile, où tu as la tête dans le cul, où tu vois, t'as que des mauvaises nouvelles. Franchement, c'est des dodanes sur la route. C'est facile, en fait. À quel point c'est important, ça, selon toi, pour un entrepreneur? Si t'es pas optimiste, c'est impossible de continuer. C'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Ouais, aussi simple que ça. Est-ce que tu as un tips pratique pour pouvoir ancrer ce truc de... Tu sais, si on était sur un podcast de yoga, on te dirait moment présent, connexion, gratitude, tu vois, prière au soleil. Très bien. Dans ton langage à toi, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour se focaliser justement sur ce positif? Ce que tu as dit est une évidence juste avant, mais tu sais, comme tout bon secret, tu as l'évidence qui est entendue, qui est compris, qui est ressentie par plein de gens. Et puis il y a ce message qui va être quasiment pas entendu, tu vois, par plein d'autres gens. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour ancrer ce truc de vivre cette chance au quotidien et réussir à se connecter à ces trucs-là? Alors, je vais te décevoir, je ne lis quasiment pas. Ça doit faire pas mal d'années que j'ai pas ouvert un bouquin et que je me suis pas plongé sérieusement. J'ai jamais fait de truc de développement personnel. Je fais pas de yoga. Je fais de la méditation, mais à ma façon, on va dire. Malheureusement, je pense que ceux qui sont arrivés à ce niveau, entre guillemets, ouais, de positivisme et de paix intérieure, c'est parce qu'ils ont vécu des choses avant. Et c'est comme l'entrepreneuriat, tu peux pas l'apprendre dans les bouquins. Si tu n'as pas pris des coups avant, et bien en général, plus ils sont gros, si tu as réussi à t'en relever, derrière, plus c'est facile et plus en fait tu es positif. Tu sais que ça te tue pas et que c'est pas très grave et que vraiment, moi, l'image que j'ai, c'est même les grosses galères, les embrouilles, les très mauvaises nouvelles, c'est des dodanes sur la route. Franchement, ça va, ça vient, c'est un cycle. Mais malheureusement, il faut Le vivre. avoir vécu des trucs. Et ben du coup, vivez des trucs, voilà. Vivez des trucs. Avant de parler du coup de l'importance du réseau, des potes et de comment est-ce qu'on réussit à transformer un petit peu parfois ses pires défauts en force incroyable pour le business, parle-nous de ce début. Parle-nous de ce putain de chèque en blanc à 50 000 € pour l'asso étudiante qui va lancer, tu le diras sur plein d'interviews, cette espèce de carrière entrepreneuriale qui t'attend. C'est Tu vas te vachement bien. retrouver au BDE du coup. Tu vas te C'est vachement retrouver à bien. ton BDE. Ah bah, écoute, on essaye de faire un petit peu son Ah taf. ouais, ouais, c'est du très bon taf, ouais. Du coup, ouais, Tu... je me retrouve, en fait, j'étais, on va dire, encore un peu timide à cette époque-là et je me retrouve à l'IUT Paris Descartes. Donc c'est une sorte d'université où on t'apprend, le commerce en 2 ans, et je rencontre un mec Et qui s'appelle. quoi de mieux à l'université dans l'école de commerce que de faire les soirées étudiantes, voyons. Ouais, mais C'est un moi, je peu voulais ça. juste y participer, tu vois? J'avais pas la prétention de me dire: «Je pouvais organiser tout ça». C'est des événements de 1000 personnes, hein, c'était de la grosse orga, grosse logistique et en fait, je rencontre, le premier jour, devant l'amphi, ce mec qui était un peu bizarre avec sa sacoche, qui s'appelle Jean, Rouhani, dont je fais un bisou. Dédicace à Roigny. Dédicace à Rouhani, qui, ouais, en fait, on devient potes et lui, il me dit: «Mais moi, je veux prendre le BDE, je veux devenir président de l'asso l'année prochaine». Parce que c'était la première année, tu profites, la deuxième année, c'est toi qui organise. Et il me chauffe, il me dit: «Ouais, tu veux pas le faire avec moi?» Donc j'étais le deuxième qui me ramenait dans l'aventure. Donc par définition, je devais être le vice-président. Il me chauffe. Et je lui dis: «Bah écoute, vas-y, ça peut être drôle. Je te suis, mais je te dis, je vais pas être hyper actif, c'est toi qui gères, quoi. Moi, je suis là pour t'épauler». Il s'avère que malheureusement, il rate ses partiels, le semestre 2, il doit se concentrer là-dessus. Et je me retrouve en fait, il me dit: «Bah écoute, ça va être toi le président». Je fais: «Ah». Et tu peux plus reculer parce que tu t'es déjà lancé dans la campagne, parce qu'il faut la gagner, il y a des concurrents, etc. Et je ne sais pas trop par quel hasard, mais on gagne. On gagne et là, du coup, moi, je passe l'été, entre ma première et deuxième année à pas partir en vacances et à préparer les week-ends d'inté, les soirées d'inté, les machins, etc. Et ouais, on n'a pas de budget à l'école parce qu'en fait, on est une université, donc l'école ne nous finance pas. L'école était même pas vraiment au courant qu'il y avait des assos, etc. Et à ce moment-là, cet été-là, c'est la première fois où là, je me suis vraiment mis à risque. Et c'est pour ça que je suis pas parti et que j'ai travaillé jour et nuit pendant l'été. J'ai fait exactement, je sais plus, 5 ou 7 chèques en blanc ouais, attends.
Ouais, de 10 000 euros. Et c'était en fait parce que l'organisateur du voyage, le tour opérateur avec qui on organisait ce week-end nantais, nous demandait des cautions, quoi. Et Qu'est-ce qui vu se qu'en passe plus, dans ta tête à ce moment-là? T'as pas conscience, tu te dis que ça va passer. si j'ai conscience, ouais. Mais bon, je sais que cet argent, je ne l'ai pas sur mon compte en banque perso. Ouais, L'assaut c'est ça, était pas encore. tu te dis: «Il peut pas se passer grand-chose dans tous les cas». Tu te dis: «Bon, Non, au pire, je peux pas payer, nique». non, alors je sais que je préviens pas ma maman. Je sais que je lui dis pas. Donc tu Et, sais quand même que tu es en train de faire un truc un peu pourri, ouais, ouais, quoi. ouais, 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 c'est ça. je sais. Non, non, je sais juste que je me dis, ok, bah du coup, j'annule toutes mes vacances, je pars pas cet été et je prépare la meilleure communication pour être sûr de remplir le week-end d'intégration. Et il fallait qu'on fasse, je crois, minimum 500 participants. À ce moment-là, on était break-even. Et si on en faisait 700, on gagnait de l'argent. Non, non, en fait, tu vois, euh, j'ai fait des concessions, quoi. J'ai annulé mes vacances et je me suis bougé parce que j'avais pris des engagements qui étaient beaucoup trop hauts pour qui j'étais. Et j'ai dû un peu me réinventer. J'ai dû sortir de la fameuse zone de confort. J'ai dû travailler dur. J'ai dû apprendre ce que c'était de remplir un événement. C'était quoi la bonne communication pour un événement. Mais ouais, Et j'ai pris un risque, c'est vrai. et on est un peu fou, on est un peu génie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Inconscient? Euh, La majorité des gens ne font pas le truc. La majorité des gens, font le truc, ne signent pas le chèque en blanc, n'ont pas de fonds, ne créent pas le truc. Tu vois ce que je veux dire? hmm. Bah, j'étais un peu dos au mur, hein, parce que tu vois, il y a 2000 personnes dans l'école. Ils savent tous que tu as été élu président du BDE. Moi, je me suis un peu retrouvé là par hasard. J'avais pas vocation à être le leader. Et maintenant, je savais qu'à la rentrée, il y allait y avoir 700 personnes qui allaient me juger sur la qualité du week-end et qui avaient tous envie de passer, tu vois, vraiment un bon week-end. C'est important, quoi. Ouais, c'est Mmh. important. Et puis même, tu vois, en fait, je me suis mis à risque socialement. Ça ratait, j'étais la risée de l'école, tu vois. Et en fait, quand tu es dos au mur, tu te trouves des ressources, je pense, que tu t'imaginais pas. Tu n'as pas le choix, en fait. Et j'ai un peu toujours fonctionné comme ça. Vu que je suis un gros procrastinateur, je m'engage toujours à faire des choses que je ne suis pas sûr de savoir faire. Et en général, c'est un très bon moyen d'apprendre très vite. Et ça a été le tournant. Si on écrivait encore une fois un livre de développement personnel, on dirait que c'est l'univers qui a mis sur ton chemin le fait que Roigny ne passe pas ses partiels pour te Et ouais, mettre sur le devant de la scène, qui t'amène à faire ces chèques en blanc, qui lance ta carrière d'entrepreneur. C'est beau. mais je suis pas sûr de croire au destin, mais je pense que je crois au karma. Pour te, Mmh. j'ai une réflexion qui me donne à chaque fois un peu des vertiges. À la base, moi, je viens d'un lycée où si tu dis pas que tu fais une prépa, en gros, on ne te considère pas et les profs s'occupent plus de toi au lycée. Ouais. Mon frère, tu vois, avait rejoint Polytechnique. Je m'étais mis une pression tout seul, bêtement, et je m'étais dit, vas-y, il faut que je fasse une prépa. Sauf que je savais que c'était pas fait pour moi. Je commençais à être un animal social. Jamais je me serais enfermé 2 ans. En plus, j'étais nul en maths. Enfin, voilà. Ouais. Je savais que j'allais faire 6 mois en prépa et que j'allais arrêter. Mais je m'étais inscrit à toutes les prépas de France. Je faisais les portes ouvertes, etc. D'accord. Tu es conscient, mais tu fais quand même la démarche, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et l'énorme chance que j'ai eue, pareil, mais coup du destin. Mon lycée nous oblige à nous rendre à un amphithéâtre d'orientation, d'aide à l'orientation. On arrive dans l'amphithéâtre, hop, 500 personnes, on regarde des camemberts, etc. Et la dame qui présente un camembert où elle dit, ouais, il y a, je crois, un quart qui vont en université, un quart qui vont en prépa, un quart qui vont en école de commerce. Elle dit ça. Et elle ne présente pas le dernier quart. Je comprends pas. Je dis, c'est trop Il y bizarre. a un trou, frère. Elle l'élude, il y a un trou. Il y a un truc qu'elle ne veut pas dire. Et je vois sur le camembert, il y a marqué IUT BTS. Et je ne sais pas ce que c'était. Et je rentre chez moi, hop, Internet, YouTube, Google, et je fais qu'est-ce qu'un BTS? Je regarde, je fais, ah, c'est pas pour moi et tout, c'est pas mon DEL. IUT. Et je fais, oh, je s'en mets. J'ai pas l'argent pour aller en école de commerce, mais je vais apprendre le commerce. Je veux un truc un peu pratique qui me rend opérationnel assez rapidement. Je savais que je voulais pas faire des longues études. Ouais. C'est gratuit, c'est l'IUT. En plus de ça, il y a un cadre. Tu n'es pas en amphi. Tu es obligé de faire du 8h, 18h et respecter les horaires parce que c'est des petites classes de 40 et ils rigolent Petite pas sur classe. la Mmh. tard. Il y a du cadre, quoi. Je savais qu'il me fallait du cadre. Et Et vous je me aviez suis aussi des intervenants, pros? Il y avait pas mal de profs qui ouais, étaient des mecs qui bossaient en entreprise et tout? ouais, ouais, plus de la moitié, ouais. Non, c'était Ouais. vraiment honnêtement, une école Je suis incroyable. passé par là aussi, j'ai fini, mon parcours, en commerce à l'IUT aussi, ouais. Ah ouais, OK. Et bah, Ouais. je sais pas ton IUT, mais moi, ce qui me plaisait encore plus, c'est que c'était une école qui était pas créée en silo. C'est-à-dire, on avait 6 étages, il y avait 2000 personnes et tu avais l'étage commercial, l'étage data, l'étage social, l'étage, compta et l'étage journalisme. Et moi, ça me faisait kiffer de me dire que j'allais me faire des copains qui avaient pas le même métier que moi ou qui apprenaient pas les mêmes Mmh. choses.
Donc ça, c'était incroyable. Et il s'avère qu'en fait, ça, on est à 2 semaines de l'ouverture. À l'époque, ça s'appelait APB, maintenant ça s'appelle Parcoursup, le logiciel de l'État pour faire tes vœux. Le post-bac, quoi. Ouais, et un jour, je convoque ma mère et je lui dis écoute, en fait, je sais, on a visité toutes les prépas de France, mais je vais pas le faire parce que je le sens pas que je vais me manger les dents. Mais par contre, j'ai découvert ce qu'est un UT. Je l'avais fait. Elle m'a rappelé ça la dernière fois. Je me rappelais pas. Je lui avais fait un petit dossier que j'avais imprimé avec lui expliquer qu'est-ce qu'était un UT et pourquoi c'était une très bonne décision. Donc, déjà, tu vois, j'étais dans une démarche de convaincre. Et en fait, j'ai tout enlevé et j'ai enlevé tous mes vœux et j'ai mis que l'IUT Paris-Descartes. J'ai fait un all-in. C'était celui que je voulais. Et tu vois, je l'ai eu. Je l'ai eu au 2e tour. D'ailleurs, pas au premier, j'ai eu un peu chaud. Mais si tu regardes ça et qu'après, tu vois, je rencontre Rouhani. Rouhani rate ses partiels. Je finis au BDE. On va le raconter après, mais je finis par planter une boîte avec des gens que j'ai rencontrés à l'UT. Puis après, je monte cette muse, cette plateforme de mise en relation dans l'événementiel parce que j'avais bossé dans l'événementiel suite au BDE. Et maintenant, tu vois, deux de mes associés, je les ai rencontrés à l'UT. Et tu te dis, mais en fait, on fait genre qu'on est en contrôle, on fait genre qu'on prend des décisions, mais on contrôle rien. Ça donne le vertige, ça. Ouais. C'est excitant, ça fait peur à la fois et c'est peut-être allez, la beauté de la vie. Allons-y, on y va. Et c'est aussi ça le kiff. Bref, du coup, week-end d'intégration se passe super bien. Vous faites les ventes, ça remplit, bam, tu te découvres une vraie passion pour du coup l'événementiel. Tu te rends compte que c'est facile de trouver un traiteur. Par contre, les danseuses brésiliennes sont manquantes au rendez-vous et donc tu te mets à te dire tiens, pourquoi pas? Alors, c'est arrivé beaucoup plus tard, hein, Ouais. mais le truc va être, bah, tiens, les animations, trouver des gens, trouver des trucs pour monter des soirées. C'est là que tu vas découvrir, en tout cas, les premières problématiques du métier de l'événementiel et gardez-le dans l'histoire parce que vous allez voir juste après, c'est très, très, très important. Mais avant ça, il y a un moment qui est important. C'est celui, il va falloir confronter les darons pour leur dire que, bah, tu sais quoi? L'école, c'est pas pour moi. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? J'ai vécu ce moment, il a été particulier pour moi. Du coup, je suis impatient de savoir comment est-ce que toi, tu te prépares mentalement avant d'y aller? Déjà, quand est-ce que tu comprends que l'école, c'est plus pour toi? Et combien de temps, quel est le laps de temps qui est entre les 2 avant de confronter les parents? C'est quoi la stratégie pour leur dire et leur expliquer? Je pense que je l'ai compris la 2e année de l'IUT où en fait, je faisais que travailler sur le bureau des étudiants et je ne faisais plus rien. Et heureusement que j'avais ma meilleure amie Marion qui, elle, était en cours, faisait des fiches et me les donnait la veille des partiels pour que je passe mes partiels. Merci à elle d'ailleurs. Elle m'a sauvé Gros la vie. big up à Marion. Et Manon aussi, vu que je travaillais la nuit, Manon qui venait toquer à ma porte, mais longtemps pour me réveiller, parce que je me réveillais plus le matin vu que je travaillais la nuit, et qui m'emmenait en voiture jusqu'à l'IUT. Grâce à elle, j'ai eu mon diplôme. Merci à toutes les deux. Gros big up à Manon. On notera, Enzo, c'est souvent des femmes qui changent ta vie. C'est important de le rappeler. Ta vie a commencé avec des femmes importantes, tu l'as dit tout à l'heure, ta mère et ta grand-mère. Il y a des femmes importantes. Tu étais un homme, un jeune homme, un petit garçon. Tu avais beaucoup de copines, tu le disais. Encore une fois, nous connecterons les points à la fin, mais ça a l'air intéressant tout ça. Ouais, et du coup, 2e année, j'ai compris qu'en fait, j'étais plus honnête avec moi-même parce que je travaillais plus sur mes cours. Et du coup, tu mens au prof, tu te mens à toi-même. C'est pas. En fait, je connaissais pas le terme à l'époque, mais t'es pas skin in the game, quoi. Tu fais pas le truc à fond. T'es un peu partout à la fois, quoi. C'est pas ouf. Est-ce que tu as cette sensation à ce moment-là d'être complètement perdu et de te dire putain, qu'est-ce que je vais foutre avec ma vie? Ou au contraire, tu commences à y voir plus clair et tu sais que c'est pas ça? Je vais te dire la vérité, c'est bizarre. Je me suis jamais vraiment senti perdu. Et tu vois, j'ai, je pense, toujours été vachement à l'aise dans le chaos. En tout cas, à partir de cette période, tu vois, à partir de 20 ans. Ça me galvanise, j'aime bien en fait. C'est au dos tu vois, au pied du mur, dos au mur que je réagis bien, mon cerveau va vite et je trouve des solutions. Du coup, j'ai pas vraiment eu peur de la suite. Tu vois, je savais que je voulais arrêter mes études. Maintenant, là, j'ai réfléchi effectivement pendant un mois, mais c'était un mois pour construire l'argumentaire dans ma tête de comment je convainc mes parents.
Et en Qu'est-ce que fait, je leur raconte? Qu'est-ce que je leur vends comme histoire? Le ouais, storytelling. et encore une fois, je me suis mis une pression tout seul, comme trop souvent on se met, tous. Heu, Mes parents, j'ai été bête, j'aurais dû savoir que, tu vois, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Je suis arrivé, j'avais prévu un argumentaire de ouf et en fait, en 5 minutes, c'était plié. Ma mère, elle m'a Alors écouté. effectivement, c'est quoi le petit nom de tes parents du coup? Comment est-ce qu'on les appelle? Nathalie et Frédéric. Ben, Nat et Fredo, merci beaucoup, Nat et un gros Fredo. big up. On n'a pas forcément effectivement tous des parents un petit peu, comme on disait au début, Ouais, c'est vrai. libertaires, on ne sait pas trop. Mais effectivement, toi, pour le coup, ils t'ont écouté du coup. Qu'est-ce que tu leur vends comme plan et comment ça se passe? En fait, je leur explique, la transparence, je pense que ça paye et je leur explique que ça fait 1 an que je dors en cours ou que je fais autre chose quand je suis en cours. Ouais. Je pense le fait que, tu vois, ça se passe bien au BDE, que j'ai pas de dette, qu'ils aient vu m'épanouir, je pense que ça a bien aidé parce que ça leur donne confiance dans le fait que je pouvais réussir un projet, mener ma barque un peu solo. OK. Mais Donc ils ont point demandé. important, tu avais fait quelque chose quand même. Tu étais pas 100 dans la branlette non plus, quoi. Tu étais en train de bosser en plus en parallèle Ouais. en tant que barman en milieu de la nuit. Tu avais développé ce projet du BDE et entre guillemets, tu avais réussi à monter des projets, même si c'est pas un business, même si c'est pas un vrai travail. Il se passe quand même des choses et tu es pas là non plus à te branler, à regarder le plafond, quoi. Non, ouais, bien sûr. Bah, ouais, non, mais en général, quand je vais négocier quelque chose, j'essaye d'avoir, quelques bonnes cartes et je savais que ça en faisait partie, d'avoir fait des choses et de leur avoir montré. Tu vois, stratégiquement, je les avais invités, vu qu'en plus, ils m'avaient beaucoup aidé, ils À la m'avaient, soirée et tout, tu vois? Ouais. le gala de fin d'année, ouais, au Pavillon Dauphine, je me rappelle. Je les avais invités pour qu'ils voient un peu l'ampleur du truc et Eh, tu vu, c'est moi, hein? Eh, c'est moi qui beh, fais ça. ouais, c'est le Pavillon Dauphine, forcément, ça marque, tu vois? Et pour les remercier aussi, de m'avoir fait confiance et pour, m'excuser de leur avoir menti, de pas leur avoir parlé des chèques en blanc. Hem, Mmh. mais non, mais en fait, ils ont demandé une contrepartie. C'était de me dire: «Écoute, bah, OK, à la place d'un master, tu vas entreprendre pendant 2 ans. Nous, on est prêts à t'héberger et te nourrir et te blanchir pendant 2 ans, Mmh. mais c'est 2 ans». Ils m'ont donné cette deadline. Ils m'ont dit: «Voilà, c'est 2 ans. Dans 2 ans, on te met à la porte de la maison» ce qui est un luxe énorme. En 2 ans, il y a plein de choses à faire. Grave. Mais bon, c'était et c'est bien, ils m'ont mis une deadline. C'est cool. Dans tous les cas, si vos parents, ne sont pas dans cette démarche-là, je vous invite vraiment à faire cette espèce de contrat avec vous-même parce que vous pouvez pas non plus rester le cul entre 2 chaises. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette espèce de dilemme-là, donnez-vous une deadline, donnez-vous un contrat avec vous-même, passez un deal avec vous-même et dites-vous: «OK, c'est 1 an, c'est 6 mois, c'est 2 ans, je vais au bout de mon truc, j'arrête de réfléchir, je prends une décision, je vais à fond». Parce que, à force de réfléchir, vous allez surtout tourner en rond, comme un poisson dans votre bocal, et ça va vraiment pas vous aider. Et donc du coup, à ce moment-là, on a 2 ans devant nous et on a le rêve de créer une start-up. Ça représente Yes. quoi pour toi, à ce moment-là, le rêve de devenir entrepreneur, le rêve de monter une start-up? Et pourquoi est-ce que, finalement, ce rêve ne resterait qu'un rêve? Beh, parce que justement, c'était un peu trop un rêve. Je pense que je l'ai beaucoup trop idéalisé. Mmh. Je pense que je l'ai fait pour des mauvaises raisons. Justement, je voulais créer une start-up, ce qui n'est pas une bonne raison de créer une start-up. Ouais. J'étais tu vois? Et vu que je me sentais, imposteur, illégitime, jeune et qu'il fallait que je rassure des parents, comme quoi ça allait bien. En fait, on s'est sur cette première boîte, c'était une application pour aider les jeunes à trouver du travail. Ça s'appelait The Young Economy. On a tout mal fait sauf une chose. On avait une identité graphique qui était sympa avec, une intuition, c'était qu'en fait, si on voulait aider les jeunes à trouver du travail, il fallait créer une communauté et créer un mouvement. Ça, c'est la seule chose qu'on a bien faite Ça, c'est et d'ailleurs, smart, on avait ouais. beaucoup de gens qui nous suivaient. On était bons en com, en fait. Maintenant, du coup, on n'était pas concentré sur notre produit, nos clients, l'usage sur cette application, et on passait beaucoup trop de temps à faire des concours de pitch qui servent à rien, à essayer de gagner des chèques de 5 000 € qui servent à rien. Et avoir des articles dans Le Parisien, la presse et tout, qui ne sert à rien. En tout cas, c'est pas un canal d'acquisition. Ouais, mais à l'époque, c'est un peu ce qu'on t'a vendu, c'est un peu ce qu'on voit quand on est extérieur au marché, c'est-à-dire les trucs qui brillent, les startups qui lèvent de l'argent, le fait de passer dans la presse, le fait de: «J'ai pas de clients, mais regarde, j'ai 200 personnes à mon événement, c'est quand même cool». Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est le piège aussi, tu vois, qu'on nous vend, non? Qu'on te vend quand toi, tu cherches à monter ta première startup? C'est ouais, tu as tout à fait raison. Ce problème, il est irrésolvable. On fait tous beaucoup plus attention, tu vois, à la preuve sociale ou à Instagram, qu'à la vraie vie. C'est très difficile d'apprendre à lire entre les lignes. Ça, mais je pense qu'il faut l'apprendre pareil, sur le terrain, dans le dur, hein. Tu te prends une claque et la deuxième boîte, tu vois, bon, au bout de 12 mois, on a arrêté celle-ci, parce que ça menait à rien, en fait.
La deuxième, c'était très pragmatique, hein. J'étais seul dans ma chambre, je communiquais plus. De toute façon, tout le monde me voyait comme le loser qui a planté une boîte, mais je communiquais plus pendant 1 an. Par contre, je faisais du chiffre d'affaires. J'avais un produit qui fonctionnait, qui rendait des clients heureux. Et j'allais Ouais. quand je sortais en soirée, on me parlait que de la boîte que j'avais plantée, tu vois. Mais vas-y, j'ai pris ma perte à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai de toute façon 2 ans à tirer où je vais être le loser de service. That's life. Tu le vis comme ça? Ouais. Est-ce que Mais déjà, toi, dans le miroir, tu te vois comme ça? Comment est-ce que tu vis cette période où tu pas décides longtemps. d'arrêter? Pas longtemps. 1 mois. 1 mois où je suis dans le dur et je me dis, putain, là, c'est chaud. Là, Merde, c'est mon chaud. rêve. Ouais, j'ai fait de la merde, en fait. Mais ça Tu dure prends pas longtemps. responsabilité à ce moment-là ou c'est les associés, c'est la structure, c'est le truc? Est-ce que tu te perds un peu dans une victimisation ou très vite tu arrives à ressortir du truc en mode, «OK, c'est moi qui ai merdé, je vais trouver une solution, je sors de là le plus rapidement possible»? Comment tu vis cette phase-là? J'essaie de me souvenir. Hem, non, mais en fait, moi, de façon générale, dans la vie, je switch assez vite. Que ce soit, tu vois, les histoires amoureuses, l'histoire entrepreneuriale, je reste assez peu longtemps sur ma perte. Je l'analyse et après, je vais très vite à autre chose. Et là, c'était ça, en fait. Je me suis dit, la seule façon de gagner et de changer cette image de loser et moi pouvoir vivre de ma passion, tu vois, entreprendre, monter des projets, c'était être libre financièrement. Il fallait que je réussisse un projet à moi qui me rende libre financièrement. Et c'est comme ça que j'ai été très pragmatique et je me suis dit, OK, j'ai été au BDE, j'ai bossé en agence événementielle en alternance 1 an et le fait d'avoir dans ses contacts, tu vois, des danseurs, des DJ, des photographes, sur la Mmh. deuxième aventure entrepreneuriale, ça m'a rendu beaucoup plus pragmatique et pas d'articles dans la presse, j'en parlais pas autour de moi, personne ne savait ce que je faisais, mais Ouais. j'avais un projet qui marchait. La grosse Et différence où effectivement on sort du bien paraître à: «OK, je crée un truc qui marche et qui vend», quoi. ouais, Dans tous ouais, les c'est cas, ça en fait. on va revenir après dessus parce que cette phase de muse, elle a été très, très, très importante dans ton histoire et je Ouais, pense qu'elle tu dis aujourd'hui que la muse est certainement, la meilleure école pour apprendre à devenir un entrepreneur parce qu'il faut tout faire et que c'est une expérience hyper enrichissante. Je ouais. partage assez cette vision, donc je pense qu'on en reparlera juste après. Heu, c'est quoi la lumière au bout du chemin qui te permet de justement switcher rapidement, de te remettre en selle et de réussir à passer ces 2 danes? De les voir comme des 2 danes et de les passer? Qu'est-ce qui a fait dans ma vie que je vois un peu tout comme des 2 dames? Ouais. Est-ce qu'il y a une lumière au bout du chemin? Est-ce qu'il y a un grand projet? Est-ce qu'il y a une espèce de big why? Est-ce qu'il y a un truc qui fait que, tu sais, tu reprends ton chemin et finalement tu pleures qu'un mois après avoir planté ton rêve et tu reprends la route, quoi? Heu Non, mais c'est assez perso, mais alors il y a pas de grands projets, big why et tout. C'est juste que, plus jeune, j'ai perdu quelqu'un, à qui je tenais et depuis ce jour-là, c'est un peu comme un tatouage dans la peau. Je Mmh. sais que rien n'est vraiment important tant que tu es en vie. Au fond, tu vois, C'est ton meilleur les pote de gars lycée, c'est ça? non, non, c'était pas mon meilleur pote de lycée, c'était mon demi-frère Ah. et ça m'a marqué. Mais forcément, et après, ça fait partie des choses de la vie, tu vois. Il faut essayer de trouver du positif dans le négatif. Mais je sais que c'est depuis ce jour-là où rien n'est vraiment grave après, tu vois. Ouais, il y a un espèce de switch qui se fait et cette Ouais, ouais, encre c'est comme pas pleurer dans les indélébile. chaumières, tu vois. Mais c'est vraiment, tu te rends compte que bah, les engueulades, les problèmes d'argent, les imprévus, tu vois, C'est pas si important. ouais, c'est même pas, si, c'est important, mais c'est pas très dur. En vrai, c'est pas très dur à surmonter. C'est pas, et c'est un dos d'âne sur la route, quoi. Tant que tu as la santé, tant que toi tu vas bien et que tes proches vont bien, ça c'est des mauvaises nouvelles, tu vois. Le reste après, ça se règle. C'est des problèmes d'humains qui sont en vie. C'est détente. Vivez des trucs, du coup, voilà, vivez des trucs. Bon, gardez, vos demi-frères avec vous, mais vivez des trucs. Un autre point, du coup, qui était celui de mon cliffhanger, donc juste avant, tu nous parles de l'importance de socialement ne pas se planter dans l'organisation de ce premier week-end d'inté. Tu nous parles de cette douleur où, tu es vécu comme un loser. Mmh mh.
À quel point est-ce qu'on entreprend pour l'image et le regard des autres? À Bah, quel point toi, ça a été un driver? à l'âge où je l'ai fait, je t'ai dit, je l'ai fait pour les mauvaises raisons. Donc, il y a eu au moins 50% de ton drive, il est effectivement de la preuve sociale. Et en fait, c'est marrant parce que le fait d'avoir été vraiment un loser pendant un an et on me parlait que de ça quand je sortais de ma tanière et que j'allais en soirée, ou tu vois, on me parlait que de ça. Relou. En fait, ça, ouais, relou, mais rapidement, en fait, tu crées un peu, même pas une carapace, mais ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et en fait, Mmh. ça m'a vacciné de la preuve sociale. Maintenant, en vrai, c'est pas des jolis mots. Je m'en branle un peu de ce qu'on peut Ça a penser de été moi. ton chemin pour justement sortir du spectre du regard des autres? Ouais, ouais, mais encore une fois, tu vois, il faut vivre un truc hard socialement pour en fait après t'en détacher et te dire en vrai, ça m'a pas tué, ça m'a même rendu plus fort. Vas-y, on avance. Et maintenant, je sais que ça, ce sujet-là, en tout cas, bah les couilles. Je sais qu'il m'atteint plus en fait. Donc ça, c'est ouais, ça a été. Et maintenant, plus du tout, tu vois. Enfin, après, comme tout le monde, on est des animaux sociaux et on se définit par les gens qui nous entourent. Bien sûr qu'il y a un sujet de regard et tout. Mais par exemple, tu vois, je sais que j'adore Instagram. Mais Instagram, je le fais parce que ça m'amuse, je le fais parce que ça me crée des opportunités et je le fais parce que j'y ai un intérêt business. La preuve, tu m'interviews aussi parce que tu as vu que dans ma vie, je travaillais beaucoup et je faisais beaucoup la fête. Mmh. Bon, même si c'est moi, c'est vrai que c'est moi, c'est une ligne éditoriale. Ligne éditoriale principale, je travaille beaucoup et je partage mes projets. Ligne éditoriale secondaire, je fais beaucoup la Fais la fête. fête. Donc, c'est sympa d'entreprendre avec moi. Donc, venez entreprendre avec moi, tu vois. Il y a une stratégie Ouais. derrière tout, en fait. Complètement, complètement d'accord avec toi et je trouve que ça fait du sens. À quel point tu penses que les gens, doivent, heu, faire ce combat du regard des autres pour pouvoir entreprendre plus librement, pour pouvoir éviter de faire ces erreurs, que 90 des gens font? Est-ce qu'on peut éviter ces erreurs-là ou pas? Mmh, 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 J'ai mmh. tellement l'impression que les gens qui arrivent à s'en battre les couilles, arrivent à créer des trucs tellement mieux. Ouais, c'est vrai, ça tu raison. Ça tu raison, mais tous ceux que j'ai rencontrés qui maintenant, s'en battent les couilles du regard des autres, Ils se hem, sont fait crucifier. ouais, ils se sont fait crucifier au moins une ou 2 fois et de façon hard. Pour avoir ouais, vraiment, là je refais le film dans ma tête et tous ceux que j'ai rencontrés et qui sont comme ça ont vécu un moment, un truc hard. Mmh. Tu dois te vacciner un moment, à ce sujet-là. Et bien évidemment, ceci n'est pas une publicité pour le Non. Covid-19. Ça me va, ça me va, ça me va, ça me va et je suis encore le premier élève, contributeur, de ce message. Grave. J'ai été perverti par, ma propre chaîne, YouTube. Ça m'a éloigné de mes envies, de mes projets, de mes trucs. On peut tellement se branler tout seul dans sa chambre, sur le ce que les gens peuvent penser de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Et plus vous êtes de distance, plus vous mettez de la distance avec tout ça, plus vous êtes, bah, finalement vous-même. Et ça Fort. n'empêche pas la stratégie de communication sur Instagram de faire la fête et de Ouais, monter non, des business, mais de pas se pervertir sur le chemin, je pense que c'est, important. grave. Du coup, derrière, effectivement, on va sortir de cette start-up, de ce test pour, bah, développer une plateforme événementielle et justement revenir sur, ces premiers amours qu'on a découverts au BDE. Où on va tout simplement créer un site de niche où on va, eh bien, proposer des animations. C'était Ouais, c'est ça. la première marketplace, c'est les animations. Ouais. Heu, un truc en no code, un site sur Wix, un peu dégueulasse, sur lequel tout simplement, on va, réceptionner les demandes et puis essayer de lister des prestats. Ça va durer quelques semaines et puis on va le mettre de côté, parce que, finalement, c'est pas ça. Ouais, Et ouais on va y revenir, quelque temps plus tard, en exact. ayant trouvé une espèce de pépite, une gold mine qui va changer ta vie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pareil, tu es bien informé. En général, je simplifie l'histoire et parce qu'il est compliqué à comprendre. À la sortie du BDE, je crée ce site animationvénements.com
Et moi, je le voyais comme une agence d'animation événementielle. Donc, j'avais listé plein d'animations événementielles, donc je savais que je pouvais trouver les prestataires. C'est bien ce qui me semblait. Tout à l'heure, tu sais, Ouais, j'ai démarré avec les danseuses brésiliennes et tout, et je me suis dit, mais non, mais c'est bien plus tard. Il y a eu plein de choses entre deux. Mais non, c'est à ce moment-là qu'il y a la création de la ouais, plateforme tout qu'on à va fait. laisser dormir. Ouais, parce qu'en fait, mais je ciblais le seul agent économique que je connaissais, c'était les associations étudiantes qui sont des très Exact. mauvais clients, qui changent d'avis tout Donc, le temps, qui n'ont t'imagines, pas. les mecs te font des chèques en blanc. Ah oui, voilà, exactement. Et moi, je voulais faire une agence d'animation événementielle. Sauf que j'étais un mauvais commercial, je connaissais pas tous les prix, tous les produits, enfin, toutes les animations événementielles étaient tellement différentes. Leurs Bien caractéristiques, sûr. leurs prix, ça changeait, machin. Bref, c'était une galère. J'ai fait ça pendant 2 mois et c'était une galère commerciale au téléphone. Je m'en sortais pas, je gagnais pas d'argent, donc je l'ai abandonné. Mais Et du coup, j'ai tu pas. crées quand même un espèce de dictionnaire, tu crées plein de listings de Ouais, pages, tu prépares ton SEO parce que tu nous racontes du coup que quelques mois plus tard, tu vas découvrir un truc qui te génère des tonnes de demandes de devis and co. Mais pour que ça un an se plus soit tard. passé, un an plus tard, pour Ouais. que ça se soit passé, tu as créé des pages avec des types de prestats. Qu'est-ce que tu as fait Oui. pendant ces 2 mois justement quand tu Et bosses moi, dessus? je voulais juste faire un catalogue en ligne pour pouvoir opérer mon agence d'animation événementielle. Ouais, Je ne savais même pas ce qu'était le mot SEO à l'époque. J'ai juste ouais, créé plein de pages. Et la chance que j'ai eue, c'est que vu que c'était un marché qui était très peu concurrentiel, parce que personne s'y était attaqué, parce qu'en vrai, il n'est pas si gros que ça et pas si intéressant. Après, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas débranché le site. Et un an plus tard, quand j'ai planté ma boîte, je ne sais pas trop quoi faire. Et je me dis, ah tiens, c'est vrai que j'avais pas débranché ce site, je vais voir ce qu'il est devenu. Et je tape juste animation événement dans Google, espacé, tu vois, les deux mots-clés. Et mon site est numéro 1. Et je dis, oh là, c'était pas le cas avant. Je me incroyable. reconnecte au back-office Wix, le logiciel de formulaire. Et là, je vois, mais genre, il y avait des dizaines de demandes de devis tous les jours. Et plus d'associations étudiantes, mais De d'entreprises, vraies de grosses boîtes. entreprises. Et celle qui m'a le plus marqué, c'est que le jour où je me suis connecté, j'avais eu une demande de LVMH qui organisait sa soirée de fin d'année et qui voulait ce qu'on appelle un stand de glace ice roll. C'est des glaces roulées asiatiques À la qui avaient grave la thaïlandaise. cote. Ouais. Ouais, qui avaient grave la cote à l'époque. Et ils me disent, dans la demande de devis, on a 5 000 euros, on veut signer vite, la soirée est bientôt, on a vu que vous faisiez ça, let's go, quoi. Et la chance que j'ai, encore une fois, c'est que je me suis dit, bon, si je les appelle, je ne connais pas bien la prestation, je ne connais pas son prix, je vais bégayer au téléphone, jamais je vais closer les gens d'LVMH. Jamais. J'étais pas un bon sales, toujours pas à l'époque. Euh, et je mange avec un ami le soir même, un ami de l'événementiel d'ailleurs, et qui me dit, mais je raconte ça, et qui me dit, mais Max, t'es con, depuis le temps que tu nous bassines avec Airbnb, Twitter, les startups, fais de la mise en relation, comme Uber, comme Airbnb. Tu appelles ton prestataire de glace ice roll, tu leur donnes le contact d'LVMH et tu leur dis, je vous le donne, le contact, seulement si vous me rétrocommissionnez 15% du CA de la prestation. Ouais. Et ça peut paraître trop bizarre, mais j'y avais pas pensé. Et j'ai fait ça. Je crois que 10 jours après, je reçois un virement. Bah, du coup, c'était 15% de 5 000 euros, tu vois. Donc, un beau chèque de 700 balles. Et j'avais transféré un mail. Et là, je me suis dit, waouh, il y a eu un switch qui s'opère dans ma tête. That's it. Ouais, effort quasi nul. J'ai pris 700 euros. Bah vas-y, ce site, je vais passer 6 mois à le faire passer d'un site d'agence catalogue à une vraie plateforme mise en relation. Et derrière, tu vois, j'ai compris qu'aussi il y avait d'autres verticales, la location de salles, les traiteurs, les food trucks. Et j'ai créé 4 autres sites, enfin 3 autres sites. Une salle à Paris.com, traiteurparisien.com et millienfoodtruck.com. Créer une muse sans vouloir vraiment créer une muse. Aujourd'hui, c'est un rêve de beaucoup de gens. Donc, la muse, c'est effectivement cette activité, ce business qui va tourner en 100% passif et qui va t'apporter de quoi vivre. Donc, c'est 2500 fameux euros dont on parlait tout à l'heure pour payer ton loyer, pour payer ta bouffe, afin de pouvoir passer du temps à faire ce que tu veux. Créer une muse sans vouloir créer une muse, ça t'est un peu tombé dessus du coup. Euh, Ouais. Qu'est-ce qui va se passer du coup dans ce développement-là? Qu'est-ce que tu vas faire pour professionnaliser entre guillemets ce business, pour faire que ce business se développe et grandit? C'était quoi les grandes étapes? Euh, Déjà, j'ai fait un plan d'action qui n'était pas mauvais. Je savais qu'il me restait un an avant que mes parents me mettent à la porte. Et je me suis dit, OK, pendant 3 mois, je vais refaire tout le site. Déjà, j'ai compris que c'était le Google SEO, mon canal d'acquisition, parce que du coup, je me suis dit, attends, comment on fait remonter un site dans Google? Moi, je n'ai pas fait exprès, mais il y a forcément des techniques. Donc là, je me suis Ouais. formé et j'ai créé plein de pages et j'ai optimisé, etc. Ça, c'était pendant 3 mois. Et c'était faire passer un site qui était un catalogue en ligne pour une agence événementielle à une vraie plateforme mise en relation. Ça ressemble plus à Airbnb. Ça m'a pris 3 mois.
Ensuite, 3 mois où je me dis, j'ai pas assez de prestations. J'ai quand même un enjeu de volume de prestations. Il fallait que j'ai le plus gros catalogue du marché. Bah oui, Et surtout pour le SEO aussi, quoi. exactement. Et je me dis, OK, pendant 3 mois, je fais du phoning. Donc, je trouve tous les prestataires d'animation événementielle sur Internet. Je les appelle tous et je leur fais des propositions. Bosse avec moi, la rétrocommission, c'est tel pourcentage. Donc, bourrin, 3 mois de création de fiches produits et d'optimisation Google SEO, 3 mois de phoning commercial. Et là, à ce moment-là, tu vois, au bout des 6 mois, je commençais à gagner 2 000 € par mois. Alors, c'était pas passif parce que du coup, je travaillais vraiment beaucoup là, à ce moment-là. Et à un moment, je me dis, OK, c'est un petit marché d'animation événementielle. Et je me dis, OK, il faut que je me diversifie. Bah, la suite logique et les contacts que j'ai, c'est les lieux événementiels, les traiteurs, les food trucks. Et je me dis, OK, je verticalise. Je crée un site par vertical. J'avais compris que ce qui plaisait dans mon site, c'est que il était spécialisé animation événementielle. Et on faisait pas tout c'était pas un fourre-tout événementiel. Donc, ça rassurait beaucoup les clients. Ils nous voyaient comme le spécialiste de l'animation événementielle en France. Et Et ça donc, après, rassure je l'ai aussi fait. Google. Ça rassure aussi Ouais, c'est Google, vrai. soit dit C'est en vrai. passant, pour le SEO, être un spécialiste, vous avez réussi à vous positionner plus rapidement, plus facilement. Pas partout, mais sur certaines longues traînes, sur certains mots-clés, et cetera. Tout à fait. Hem, Justement, tu diras, par la suite, on y arrivera après, que, finalement les muses n'existent pas. Mais à ce moment-là, tu commences, je pense, à comprendre ce concept du revenu passif. Tu vois le potentiel du truc. Tu appelles toujours peut-être pas ça une muse à ce moment-là, mais tu te mets à le développer, du coup, à dupliquer ton business avec d'autres directions. Est-ce qu'à ce moment-là, justement, tu te sens un entrepreneur? Est-ce que tu es un entrepreneur? Comment est-ce que tu vis ce truc de «je vais travailler pour gagner de l'argent sans rien faire»? Bah, c'était pas une fin en soi, ça m'est un peu tombé dessus. J'ai réalisé que, tu vois, le seul truc que j'avais pas automatisé dans la plateforme, c'était la mise en relation. Je les voulais qualitatives, donc c'était moi qui faisais le dispatch des D'accord? demandes de devis entrantes. Mais j'ai compris que ça me prenait 1 heure par jour et tu vois, ça me donnait du temps pour, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup kiffé avec j'ai été faire le tour de France de mes potes qui étaient en école de commerce, d'ingé pour les voir, je payais des restos à tout le monde. J'ai fait le wagon, j'ai appris à coder en 2 mois à un bootcamp, une super école. J'avais du temps libre, quoi. Mais c'était pas une fin en soi que ce soit passif. Par contre, tu as raison qu'à ce moment-là, j'avais un peu moins le syndrome de l'imposteur. Mais parce que je gagnais de l'argent et je me suis dit: «Un entrepreneur, il vit de son projet, ouais, c'est peut-être que je le suis un peu». Maintenant, très vite, ça m'a fait chier, quoi. Tu es Mmh. seul, tu as personne avec qui partager quoi que ce soit, tu as pas d'équipe. Tu sens que c'est pas ambitieux et que c'est pas une vraie entreprise. Et Tu tu as une sens que c'est différence sociale aussi, tu en parles un petit peu de cette différence avec tes potes du coup, que toi tu ouais. te mets à gagner de l'oseille, mais eux pas, que eux sont encore en cours ou en train de finir ou machin et toi, bah, tu as ton truc qui tourne, tu as de l'oseille qui rentre, avec tes projets un peu obscurs sur internet. Bon, même si toi c'était pas si obscur que ça parce que finalement c'était un truc assez compréhensif de mise en relation, donc ça c'est assez facile à pitcher finalement. Ouais. Ouais, ouais, après ce truc-là, je l'ai réglé rapidement parce que j'ai toujours été, vu que l'argent, j'y apporte peu d'importance, j'ai toujours été très communiste avec mes proches. C'est-à-dire que mon argent est le leur, concrètement. Et en fait, du coup, bah, tu vois, que si j'avais les moyens, je payais la Tout le monde tablée, ouais. tout le monde avait les moyens, exactement. Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'essaie de faire ça, ouais. Ouais. Par contre, tu dis ce truc qui est intéressant de le syndrome de l'imposteur combattu par l'argent. Donc effectivement, l'argent, n'est peut-être pas une fin en soi, mais aurait peut-être cette vertu. Est-ce que Mmh tu mh. penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses que tant qu'on gagne pas d'oseille, finalement, on s'est pas prouvé à soi qu'on est capable de le faire? Je pense que, Qu'on ait cette quelconque étiquette qu'on a envie de se donner, chanteur, danseur, acteur, peu importe? ouais, je l'ai vu de nombreuses fois, en plus depuis que, tu vois, ça fait 3 ans que j'opère un startup studio. Les Le premier revenu significatif qu'un entrepreneur génère à la sueur de son front avec son projet, c'est un énorme switch mental qui s'opère. Tu comprends que tu peux gagner de l'argent avec tes mains ou avec ta tête, toi-même, et parfois plus facilement et beaucoup plus d'argent que, si tu étais, employé. Moi, je respecte autant les employés que les entrepreneurs. Il y a une hype entrepreneuriale en ce moment, mais ça tournera, c'est un cycle. Ouais. Mais il faut admettre que, j'ai vu beaucoup de gens réaliser que gagner de l'argent par eux-mêmes, ils voyaient plus du tout le monde sous le même prisme. Vraiment. Et je pense que du coup,
Pour certains, ça leur enlève un peu le syndrome de l'imposteur. Et ouais, je pense au fond que c'est ça. Aussi simplement que ça. Mais en fait, c'est une bonne boussole, c'est un bon indicateur, quoi, de est-ce que tu fais bien ton travail ou pas, tout simplement. En vrai. Et puis effectivement, ça peut changer le prisme de plein de choses, de la valeur travail, de la valeur argent, de la valeur relation aussi, de l'importance sociale qu'on donne à l'argent. Il y a pas mal de choses qui peuvent changer à partir du moment où on gagne son propre pain. Donc du coup, et je pense que ça sera une phrase qui va revenir dans tout le podcast, c'est faites des trucs. Faites des trucs. Et, Faites des trucs. oui, et ne vous inquiétez pas pour les galères, ce n'est que des dodanes sur la route. Ce n'est que des galères, ce n'est que des dodanes sur la route, exactement. Tu vas revendre cette activité, ces sites que tu as construits pour aller bosser chez The Family. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, The Family? Pourquoi est-ce qu'on retourne bosser? Et donc, du coup, alors, je sais que ça l'est pas, mais je vais le dire. On redevient salarié. Est-ce Ouais. que c'est un retour en arrière? Est-ce que c'est un pas en avant? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? Ouais. Ben, à ce moment-là, tu vois, j'avais déjà, je pense, déjà combattu ce truc de la preuve sociale. Donc, je m'en foutais un peu, en fait. Le statut m'intéressait pas. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que forcément, The Family, vu que j'étais très YouTube, ça a été une de mes 2, 3 grandes écoles, tu vois. Ouais. Forcément. Et quand je rentre en relation avec eux, c'est via un programme qu'ils lancent où ils sélectionnent 15 jeunes de moins de 23 ans pour les former à l'entrepreneuriat tous les samedis pendant 3 mois. Tu rentres dans Coup d'État 1. Ouais, maintenant ça s'est appelé Reverse. Après, ça a changé de nom. Mais oui, c'était ça. C'était ça, exactement. Je rentre là-dedans. Je postule parce que en fait, je m'ennuie, j'ai rien à faire et j'ai envie de rencontrer des gens et j'ai envie d'apprendre. Et il s'avère que le programme est incroyable. Je rencontre que des gens beaucoup plus jeunes que moi, qui ont 17, 18 et qui sont, que je trouve meilleurs que moi sur beaucoup de points. Plus intéressants, plus érudits. Donc j'apprends et je prends du kiff. Et moi, j'essaie de jouer mon rôle qui est plus celui de l'animateur de colo. J'essaie d'amuser la galerie. C'était mon rôle, je pense, dans ce groupe-là de 15 petits jeunes, au fond. Et après, tu vois, l'été passe. Pendant l'été, je reçois des offres de rachat de ces plateformes-là. Et je sens que je suis De qui tournant. d'ailleurs? Qui est-ce qui nous contacte quand on a des sites d'affiliation, des trucs comme ça? C'est des agrégateurs, c'est des pros du secteur qui justement voient que tu es au-dessus d'eux sur Google. Comment ça se Ouais, passe? il y a des. Ouais, tu vois, j'ai reçu 3 offres de rachat en tout. Donc, il y avait un concurrent, un prestataire avec qui je travaillais et un autre qui était aussi un prestataire avec qui je travaillais, un prestataire événementiel. Tu vois, une entreprise événementielle qui avait envie de se digitaliser et qui comprenait que moi, je devenais un apporteur d'affaires qui représentait un tiers de son chiffre d'affaires. Donc, tu vois, ça commençait à être important. Et finalement, je fais monter un peu les enchères comme ça, tu vois, avec les 3 comme ça en poker face. Et c'est un de mes prestataires partenaires phares qui me rachète. En gros. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu as des propositions de rachat, tu te dis tiens, j'ai créé un vrai business? Est-ce que justement, tu n'as pas envie de te dire bah, tiens, c'est précieux, je vais le garder? Non, ça m'embêtait. C'était devenu un peu un boulet au pied. J'avais même plus envie de faire les 1 heure de dispatch par soir, tu vois. D'accord. Donc j'ai senti, c'était un signal que c'était un boulet au pied. Et du coup, non. Et je me dis que surtout, c'est le milestone qui va me permettre, quand les gens, je les croise en soirée, qui me disent ouais, t'as planté ta boîte, et je pourrais leur répondre ouais, mais j'ai vendu la deuxième. Mais t'es pas au courant. Mais je peux te raconter. C'est quand même Et un peu important, ouais, c'est beau. ouais, C'est bien beau. sûr, le besoin de Victory. revanche. Ouais, le besoin de revanche, un peu, c'est vrai, toujours, c'est vrai. C'est beau. Et ça représente quoi financièrement à ce moment-là quand tu arrives à revendre? Est-ce que ça représente 1 an de salaire, 2 ans de salaire? Est-ce que ça représente le plus gros chèque que tu as jamais imaginé? Est-ce que tu es là en train de te dire ça y est, la Lambo arrive dans le garage? non, pas du C'est tout. quoi le. Alors déjà, je vends que 2 sites sur les 4. Et tu vois, ouais, allez, je peux pas donner le chiffre, mais entre 150 et 300 000 euros. C'est beau. Ouais, j'avais 21 ans, mec. Et à ce moment-là, du coup, en fait, on est au retour de l'été. Moi, je sais pas trop quoi faire et je me dis, ma copine de l'époque, je me rappelle, je lui dis, écoute, The Family, j'ai kiffé. J'ai appris de ouf en 3 mois alors que c'était que les samedis.
je vais aller les voir, je vais leur dire que j'ai pas besoin d'argent, mais que je suis prêt à bosser pour eux gratuit, mais parce que je vais apprendre. Et ça, je vais être franc avec eux, je vais leur dire c'est pour un an et demi, tu vois. Et qu'après, je réentreprendrai, mais d'un tout autre niveau avec une équipe et là, une startup, tu vois, pas une muse. Et en fait, forcément, on procrastine tous un peu. Je rallonge un peu mon été. Quand je rentre, j'ai des trucs administratifs à régler. Et Oussama, pour le coup, m'appelle et me dit, enfin, m'envoie un texto et me dit, ouais, passe au bureau, on se fait un café. Je ne savais pas trop pourquoi en vrai. Et donc j'y vais et il me propose de les rejoindre pour m'occuper justement des étudiants entrepreneurs, tu vois. Concrètement, c'était ça. Et je dis oui Finalement, direct. l'animateur de colo. Parfait. Ouais, vraiment ça. Ouais, mais je pense que ouais, complètement, complètement. Tu mets le doigt Euh, dessus. Oussama, tu dois lui plaire. Pourquoi? Parce que tu as fait des trucs, parce que tu as essayé dans le modèle traditionnel, tu t'es planté, tu as relevé un truc qui a fait de l'argent, tu as réussi à vendre. Du coup, c'est un Non, peu aussi un bel étendard, non? je pense que c'est de la chance. Je pense qu'ils ont juste vu que j'étais l'animateur de colo naturel de ce petit groupe de 15 étudiants. Et ils se sont dit, OK, Blondie, il a une bonne fibre avec les étudiants, il comprend. Puisqu'il a été au BDE, il comprend ce que c'est les assos étudiantes. Enfin, je pense qu'aussi simplement que ça, ils se sont dit, on a besoin de recruter sur ce poste-là. Qui on pense? Blondie? Ah ouais, vas-y, chambé, on l'appelle. Aussi bête Ok, et méchant que ça. Ouais, ouais, aussi bête et méchant que ça, vraiment. Et j'ai cool. fait ça. Et tu vois, donc à ce moment, la vente, tu vois, entre les audits, la due diligence, les avocats, Ouais. ça prend 6 mois. Est-ce que Et là, à tu as ce- peur d'ailleurs ce process-là? Parce que du jour au lendemain où tu es en slip dans ta chambre en train de monter ton petit truc et t'amuses, à Mhm. devoir discuter avec un avocat, commencer à dealer pour la revente, à qui tu poses des questions? À qui est-ce que tu valides? Putain, est-ce que ça vaut vraiment ça? La Bah, valorisation? Est-ce que tu poses la question à YouTube? Tu vois comment ça se passe? ouais, bah, je regarde un peu sur Internet, mais tu n'as pas trop de réponses sur ces sujets-là. Assez peu, c'est assez secret. Non, bah, je démarre à Aujourd'hui, The vous Family. pouvez d'ailleurs appeler Dot Market. N'hésitez pas, notre partenaire que l'on adore. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, très bon site Dotmarket, j'aime beaucoup. Euh, non, mais en fait, vu que je démarre en tant qu'employé à The Family, bah, il y a des avocats autour de moi, il y a des entrepreneurs, il y a des Ouais, advisors de l'avantage du start-up. réseau, ouais. Mmh. Ouais, j'y viens. Alors, j'étais timide, je voulais pas les embêter avec ça parce que à ce moment-là, tu vois, moi, j'avais une mission, il fallait Ouais. que je la remplisse avant de demander en échange. Mais quand même, je prends des conseils à droite à gauche. Et en fait, la valo, c'est très simple, hein. Moi, je me dis, quel est le prix que je vais en tirer? Combien je trouve que ça coûte? Offre et demande est aussi simple que ça. Après, tu négocies, hein. Mmh. Et c'est vrai que ça fait peur, ces trucs d'avocat, due diligence, audit et tout. Mais comme beaucoup de choses, je pense, dans la vie et encore plus en entrepreneuriat, quand tu sais pas, tu apprends en marchant et tu vas en poker face. Tu fais genre que tu es à l'aise. Moi, je me suis retrouvé dans des cabinets d'avocats. C'est pas un gros montant là dont on parle, hein. C'est un beau montant, mais c'est pas, tu vois, quand on parle d'exit de start-up, on parle de millions d'euros. Bon, Mmh. là, je possédais 100% de la structure. Donc, c'était un beau chèque pour moi. Mais je me retrouve dans des cabinets d'avocats qui sont magnifiques, avec une armée d'avocats, avec un racheteur. Je suis en poker face. Je fais genre, bien sûr. Mais bon, Fake it. ouais, un peu. Faut être acteur un peu dans certains moments. C'est important. Être acteur de sa propre vie. Moi, je trouve ça très, très cool comme Ah histoire. ouais, ouais. On va parler bien évidemment du fait de quitter un startup studio qui n'en est pas vraiment un pour créer le tien, bien évidemment juste après. Mais avant ça, parce que bon, je te l'ai pas dit, je voulais pas entrer dans la matière comme ça, mais moi, ce mindset de start-upper, ils me cassent tous les couilles. Ils savent pas faire 1 euro et ils veulent demander des millions à des gens. Muse Bootstrap versus startup mindset. Bien évidemment, moi aussi, j'ai été inspiré par Coup d'État, par cette première série de vidéos d'Oussama, par cette vibes, par le Y Combinator de l'époque. C'était la vibes entrepreneur, on monte des startups, c'est trop cool, on se met dans un garage, on crée un truc. Ok, mais ça s'est vite transformé en une espèce de bullshit où tout le monde essayait de lever des fonds sur un slide sans avoir vraiment jamais rien vendu à personne. Tu as essayé les deux. Aujourd'hui, bien évidemment, je sais quel modèle tu propulses et je trouve très intéressant cette espèce de mix que tu as construit, mais Muse Bootstrap, Startup Mindset, vers quel chemin il faudrait qu'on oriente les gens? Pourquoi? Euh, c'est marrant parce que je trouve qu'on. Mais je pense pour des raisons de un peu de preuve sociale et de sentiment d'appartenance, on a envie d'opposer Mmh. les choses. On oppose Bah, remote bien sûr. et bureau, on se dit c'est quoi le mieux? Il n'y a pas le mieux. Il y a des contextes, il y a des conditions et des caractéristiques qui sont mieux pour l'un ou pour l'autre. C'est pareil pour la levée de fonds versus l'autofinancement. Mmh. Et je le vois, il y a des entrepreneurs qui sont les entrepreneurs parfaits pour animer une vision, faire des slides incroyables, lever beaucoup d'argent rapidement
et bâtir une équipe et aller très vite et faire de De l'expansion. l'hypercroissance, ouais. Ouais, d'hypercroissance. Il y en a qui sont faits pour ça, qui sont câblés pour ça. C'est dans leur ADN, c'est qui ils sont, c'est leur background. Il y en a d'autres qui, je sais pas, n'ont pas les mêmes épaules, mais ont d'autres qualités et d'autres défauts et doivent apprendre dans le dur, doivent bâtir un revenu, doivent aller plus lentement. Mais il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est juste que moi, effectivement, j'ai vu les deux. J'ai vu ceux qui aussi, en fait, levaient de l'argent, parfois pas des sommes énormes, mais sans product market fit. Et après, je les voyais exécuter. L'argent les rendait bêtes. Je voyais qu'ils n'allaient jamais trouver leur product market fit. Je voyais que le marché, en fait, n'était pas si bon que ça. Et moi, je me suis dit, waouh, j'ai pas envie de ces galères-là. Parce qu'ils n'avaient pas l'air heureux, les man. Par contre, j'ai adoré ceux qui dormaient sur les canapés des copains, galéraient, autofinançaient. Et le jour où vous avez le fameux product market fit, c'est-à-dire tu as un produit que le marché veut, t'harcèle pour l'avoir et toi, tu vas pas assez vite pour délivrer tout le monde. Ça, j'ai adoré voir ceux qui étaient dans cette panique-là, dans cette galère financière, parce qu'ils dormaient littéralement sur les canapés des copains. Ça, j'ai adoré cette vie-là, j'ai adoré leur énergie à cela. Et j'ai trouvé qu'ils apprenaient sur le terrain et qu'il y a un moment où j'en ai vu beaucoup de ceux-là être prêts à lever beaucoup d'argent pour accélérer. Et je me suis dit, moi, je pense être plus de cela et je veux aider cela. Aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, The Secret Company, dans tous les cas, est un studio de start-up autofinancé qui bootstrap. Ouais. Et effectivement, c'est le bon mix, des deux. D'ailleurs, on en parlera certainement, mais je pense que c'est aussi un bon mix des deux en ce moment, dans la crise économique que l'on vit, dans le contexte économique un peu particulier. Ouais. Et on rebondira, à mon avis, pourquoi est-ce que c'est très, très pertinent d'abord d'essayer de vendre des trucs à des gens avant d'essayer de demander de l'argent à des gens qu'on ne connaît pas. Beaucoup d'argent à des gens qu'on ne connaît pas. Avant du coup de partir sur ce startup studio, il faut qu'on en parle parce que c'est aujourd'hui une pièce angulaire et de ton business et de comment tu développes et de comment tu travailles. C'est le réseau. Comment est-ce qu'on se construit un réseau? Quand est-ce que tu comprends qu'en fait ta vie, c'est les potes et c'est tellement important que en plus de toi vouloir gagner de l'argent, il faut que mes potes ils gagnent de l'argent. Il faut que mes potes soient avec moi. Il faut qu'on vive ce truc dans un putain de bateau pirate à 10 et qu'on kiffe quoi. Quand est-ce que ça prend une part importante de ta vie? Déjà, à The Family, c'est vrai, je rencontre 3, 4, 5 entrepreneurs qui ont fait des beaux exits. J'en ai trouvé beaucoup que j'ai senti malheureux. Ouais. Et je leur ai pas posé la question parce que je n'étais pas assez proche d'eux, ni leur donner mon ressenti sur le fait que je les trouvais assez malheureux. Il y en a 15, mais du coup, j'ai essayé de tirer mes conclusions justement en lisant entre les lignes et en les observant. Et il y en a qu'un seul que j'ai trouvé vraiment heureux, avec une belle aura, une belle énergie. C'est celui qui avait gardé la même vie qu'avant, qui avait son scooter cassé, qui avait gardé sa copine, qui n'avait pas changé son train de vie. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être une réponse là-dedans. Et le lien que j'ai fait, c'était qu'en fait, quand moi j'ai pris mon premier beau chèque, là, quand j'ai vendu cette première boîte, j'ai réalisé qu'il y a des moments où j'étais irrité de ne pas pouvoir partir dans certains lieux de vacances ou certaines villas parce que mes potes n'avaient pas les moyens et que je devais rétrograder mon train de vie pour rester avec eux. Je l'ai tué, ce truc-là, mais j'ai compris que parfois ça m'irritait. Et ce signal, je me suis dit, OK, à une échelle où on peut parler de millions d'euros et de dizaines de millions d'euros, voire de centaines, ça doit être invivable et je pense que tu pètes un plomb et que tu changes de cercle d'amis. Or, moi, je trouvais mes amis incroyables et je voulais pas le changer. Et donc, l'association, tu vois, de ces deux événements m'a fait me dire, OK, vu que je pense que je vais finir riche, mais aussi broke, mais aussi riche, je pense qu'il va y avoir pas mal de moments où je vais faire banqueroute riche dans ma vie. Je me suis dit, OK, si je veux kiffer, ça passera forcément avec mes proches et il faut que je devienne riche avec eux. C'est le seul moyen que je sois heureux et qu'on écrive une belle histoire. Comment est-ce qu'on devient un animal social, comme tu aimes à le dire plusieurs fois dans cet échange? Tu dis de base que tu étais plutôt un enfant timide dans ta tête, dans tes trucs, machin, pas forcément socialement très à l'aise. Est-ce que tu penses que c'est important de développer ces compétences-là? Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as développé ton réseau? S'il y avait 2-3 tips, hacks, stratégies que tu as pu mettre en place, ça a été quoi? Bien évidemment, l'alcool, le fait de travailler dans le monde de la nuit, Ouais, j'ai appris des trucs. est un bonus non négligeable. Non, c'est sûr, j'ai appris beaucoup de choses de ce monde-là
qui a beaucoup de points très noirs aussi. C'est pas un très beau monde non plus. Mais il y a des bonnes choses à prendre, tu as raison. On l'apprend en mimétisme social, je pense. Je te dis, mon cousin, je pense qu'il ne sait pas ça. Et il va peut-être l'apprendre. Vico, notre ami Vico, Victor, on t'aime, on t'embrasse. ça fait partie des 2-3 personnes que j'ai beaucoup observées et que j'admirais et que je voulais être comme eux. Donc c'est la frustration de moi j'ai pas et lui il a et du coup je vais naturellement copier, passer du temps avec lui, m'imprégner. Ouais, moi j'apprends beaucoup par mimétisme. Et ouais, et du coup c'est vraiment comme ça. Et après, alors moi j'aime pas du tout le truc de le mot réseau me fait super peur. Je veux pas être événement networking. Je suis assez mal à l'aise dans ces trucs-là. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un truc malsain. Je trouve qu'il y a un truc artificiel. Ouais. Or, disons, mes relations business qui m'ont le plus changé ma vie, c'est quand j'ai construit des vrais liens avec les gens où ils m'ont vu au plus bas, ils m'ont vu pleurer, je les ai vus pleurer, on s'est aidés. En fait, et un truc aussi que j'ai appris à The Family, c'est le pay it forward. C'est donner avant de recevoir. Ça, c'est un hack. Et c'est super dur à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, je donne toujours avant de recevoir. Toujours. La vie est beaucoup plus facile à faire. Et je pense que le petit tips du coup que vous pouvez directement implémenter, c'est baladez-vous toujours avec une bouteille de rosé. Du coup, c'est ça ton gros trick à toi, Max. Ah, je pousserai pas à l'alcoolisme, mais ça peut aider. On va pas se mentir. En tout cas, le fait d'être plus à l'aise socialement, de t'être développé, ça a changé. Ça a changé ton réseau, ta vie, ta posture. Ouais, complètement. Complètement. J'ai compris qu'en étant fun, la vie était beaucoup plus facile. Déjà parce que, déjà parce que ça t'ouvre des opportunités, les gens te trouvent sympa, veulent passer des bons moments avec toi. Ça, c'est évident. Mais en fait, j'ai réalisé que c'est comme les gens qui se plaignent tout le temps. J'ai des connaissances qui se plaignent tout le temps et il leur arrive que des galères tout le temps. Et qu'en fait, tu as un peu, je crois qu'il y a un mouvement qui s'appelle, c'est pas l'attraction ou un truc comme ça. Et en fait, si tu te plains tout le temps, il va t'arriver que des galères. Si tu es hyper positif, eh ben, en fait, tu attires que des gens positifs et des événements positifs. Et tout ça cumulé avec ce dont je t'ai parlé avant, le fait qu'en fait, tout n'est qu'un dos d'âne sur la route, ça fait que naturellement, je suis devenu hyper joyeux, positif, globalement. Et que je pense que c'est peut-être pour ça que, pour l'instant, actuellement, ma vie est cool. Je vais essayer de le rester. Faites des trucs, roulez sur les dos d'âne et baladez-vous toujours avec une petite bouteille de rosé. On quitte du coup un startup studio, The Family. J'ai l'impression, moi, aujourd'hui, avec Accélérateur. le Un accélérateur de startup. Ouais, très différent. Très différent. Et dans les faits, est-ce qu'on n'est pas dans du jargon, dans du Non, vocabulaire? Non, je te promets. Bien sûr, mais dans les faits, pour les auditeurs qui nous écoutent, pour les gens qui sont complètement néophytes à ce milieu, Oui. tu quittes The Family, accélérateur de startup, pour créer du coup un startup studio dans lequel tu vas du coup aider les entrepreneurs à notamment trouver leur market fit, les lancer, etc. Moi, j'ai l'impression que The Secret Company, dont The Family est co-founder, avec qui du coup tu as créé cette boîte, c'est un The Family positionné sur une niche différente qui résout des problèmes que The Family ne résout pas. Oui, ça un petit peu, c'est vrai, tu as raison. À la seule différence, et c'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire comprendre, notamment en France, c'est qu'un accélérateur de start-up, c'est un guichet auquel, donc The Family, c'est un guichet auquel plein d'entrepreneurs qui sont plus ou moins avancés postulent avec leur projet, ont déjà en général quelques débuts de chiffres, un début de produit, et vont donner un montant minoritaire des parts de leur société. Souvent, c'est 3, 5, 7%, parfois 10%. Et pour se faire accélérer sur un laps de temps de 2 mois, ou en tout cas se faire conseiller, faire partie d'une communauté, globalement. Et donc, c'est du conseil, c'est de l'aide. Moi, dans mon cas, The Secret Company, et c'est vrai que tu peux le voir comme une extension de The Family sur un autre métier, une autre niche, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Un startup studio a des idées de startup ou veut s'attaquer à des problématiques marché. Et les équipes de startup studio vont, pour chacune des idées de startup ou chacune des problématiques marché, essayer de trouver le meilleur CEO et le meilleur CTO avec qui cofonder ces boîtes. Donc, on n'aide pas des entrepreneurs. Nous, on a plein de gens qui viennent nous voir pour nous disant aide-moi à accélérer ma startup. Je fais non, c'est pas mon métier, c'est pas mon truc. Moi, j'aide pas les gens sur leur idée. Il y a des gens qui viennent me voir, qui parfois sont au tournant de leur vie. Là, on peut discuter.
Mais moi, ce que j'aime faire, c'est être là le jour zéro. Le jour où l'idée, elle n'est pas formée, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de produit. The Secret Company, littéralement, c'est majoritairement nos idées, parfois celles de ceux qui viennent nous voir, mais on est des créateurs. On sort littéralement de terre des startups. Alors Donc, justement, on parlait tout à l'heure des défauts transformés en qualité. mhm, Tu es unfocus, tu le sais, tu le mhm, comprends. mhm. Tu lancer des boîtes, mais tu pas forcément les développer, les gérer, les manager. Ouais. Et donc du coup, et je crois d'ailleurs que c'est aussi un pitch que Oussama Hamar avait dit, qu'il aimait bien lancer des idées et pas forcément les gérer, les développer, il n'était pas le meilleur pour ça. Et je te retrouve un peu dans ce pitch-là. Est-ce que c'est à ce moment-là où on voit la lumière du jour et on se dit: «Bah, je vais monter un startup studio», tu vois? Genre ça me correspond exactement. Après coup, c'est hyper facile de le voir, tu vois? Quand Ouais. aujourd'hui, moi, j'étudie un peu ton truc, ah bah oui, bah, c'est évident, c'est ça qu'il fallait faire. Mais quand tu le vis, c'est pas tout le temps comme ça. Comment ça s'est passé cette idée? Comment ça te vient? Comment ça démarre? Alors, on va finir par pas me croire, mais c'est de la chance. Parce que donc ça faisait 1 an que je travaillais en tant qu'employé à The Family. Mmh. Heu et un jour, on vient me voir, on me dit: «Voilà, bon, les étudiants, c'est bien ce que tu fais, mais ça te prend plus beaucoup de temps, on le sait, c'est un peu un fil rouge, tu t'es installé. Nous, on aimerait monter un nouveau pôle qu'on va appeler Muse Factory et on veut faire des muses à la chaîne. On sait que tu as fait des muses, on pense que tu es la bonne personne pour le faire et en gros, on veut tous les ans créer 10 projets qui vont nous rapporter du cash». C'était ce qu'on m'a dit. J'ai accepté le défi et j'ai fait ça pendant 6 mois en interne. C'était hyper intense. Là, j'ai retrouvé vraiment une énergie entrepreneuriale. J'avais pas de cadre. On me disait pas où aller. Il fallait que je me débrouille. On me demandait des comptes. Ça a été dur. Je pense que ça n'a pas été bien fait. Je pense que je ne l'ai pas bien opéré. Mmh. Mais ça a au moins eu le mérite de me faire réaliser que il y a quand même des trucs que j'ai bien fait parce qu'on a eu des product market fit assez rapidement et des tractions même impressionnantes sur certains produits, certaines muses à l'époque. Le Le truc de SEO, Ouais, le truc de SEO. heu, l'incubateur, un espèce d'incubateur à talent ou un incubateur à influenceurs, un truc comme ça? ouais, non, il y avait un jeu de société, il y avait, Le jeu de une société? application Mmh. mobile, un jeu multiplayer, pour les étudiants en Dans des domaines soirée. complètement différents aussi, c'est ça qui est ouf. Les Ouais, les les projets qui prennent n'ont rien à voir. Vous avez pas de track record là-dedans, on a juste une idée et le truc c'est en s'opère et fonction ça des prend, quoi. entrepreneurs qu'on rencontrait, en fait, et qui Ouais, me disaient: «J'ai cette idée, j'ai besoin de l'exécuter. Est-ce que vous avez un peu d'argent et de l'huile de coude?» Moi, ce que je vendais, c'était des petits chèques et de l'huile de coude, concrètement. Hem et des belles et histoires. On va finir dans des points de vente avec le jeu de société, on va vendre sur Amazon, machin, enfin, il va se passer des trucs assez rapidement, assez ouais, fous, ouais, quoi. non. Ouais, grave, grave, grave. En bref, je fais Muse Factory pendant 6 mois et au bout de 6 mois, je suis fatigué, j'en vois pas le bout, mais ça me plaît et je réalise, en fait, que les muses n'existent pas parce qu'à chaque fois qu'on avait une muse qui marchait, l'ambition vient en marchant et les entrepreneurs, vu qu'on communiquait un peu sur, eux et leurs muses, en fait, sans dire que c'était des muses, se faisaient approcher par des investisseurs, commençaient à nous parler de levée de fonds et cetera et on se dit: «OK». Enfin, à ce moment-là, moi, je me dis: «En fait, une muse, c'est le début d'une startup, c'est une façon de démarrer une startup, mais en mode, effectivement, terrain, chiffre d'affaires, réalité, client et pas levée de fonds, pas directement, En pas mode levé lean, avec quoi. Ouais. ouais, pas levé avec des slides» et je me dis: «En fait, ce serait peut-être un startup studio avec une thèse d'autofinancement» et j'en parle à The Family, je leur dis que je veux partir, mais que je veux continuer ça avec eux. Ils sont trop chauds, on démarre comme ça et à ce moment-là, on est en janvier 2020, 2 mois avant le covid et heu et voilà, je quitte The Family 2 mois avant le covid et après effectivement, l'année covid a été ouf parce qu'on a misé que sur des trucs en plus, je sais pas par chance, mais on a misé que sur des entreprises dont les marchés ou les business ont été propulsés par le Covid. Le e-commerce, Amazon, les jeux de société, les applications multijoueurs à distance en soirée quand les gens s'ennuient, le Google SEO. Enfin, tu vois, à ce moment-là, peut-être par chance, on fait des bons paris. Et on a été moi, j'ai vécu un an de Covid complètement fou. Je tournais chez mes parents dans le grenier, mais à taffer, ouais, du 16 heures par jour. Je l'ai payé un peu cher après, mais j'ai travaillé du 16 heures par jour. Et ça a été fondateur pour The Secret Company. Ça Ça a a été pris. dangereux. Ouais, ça a été dangereux pour moi et ma santé. Après, j'ai dû prendre un peu, tu vois, j'ai pris un retour de la médaille, j'ai dû me poser 2 3 mois pour souffler. Mais
c'était 12 mois qui ont été essentiels pour faire sortir de terre un startup studio, surtout avec le peu de financement qu'on avait. Vu qu'on voulait te donner l'exemple, on n'a pas levé des fonds. Bien Donc, sûr, fallait que ça bootstrap, fallait que ça marche. ouais. Tu diras que la première année, tu es à 2 doigts d'arrêter 2 fois Ouais. et que, grâce, sous l'impulsion des échanges que tu as pu avoir avec l'équipe de The Family, tu lâcheras pas Ouais. et tu y retourneras. Qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là, quand on est au fond du trou? Qu'est-ce qui pourrait te donner envie d'arrêter? Est-ce que c'était le dos d'âne trop gros? Est-ce que c'était le dos d'âne de trop? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Ouais, c'est tout qui. T'as On l'impression que ton commence à château. rentrer dans une métaphore filée, mon gars, avec ce volume de dos d'âne Ah, là, ça comme non, mais t'as l'impression que ton château de cartes s'écroule. T'as l'impression que tout explose autour de toi. Et Mmh. il y a des fois, tu es dans une disposition mentale et une fatigue mentale et physique qui fait que même si tu es à l'aise dans le chaos, tu es fatigué, tu n'as plus envie de ça, quoi. Trop Et tiré sur la corde et du coup, tu arrives plus à prendre le recul nécessaire? ouais, ouais, et tu n'arrives plus à trouver l'énergie de te battre. Et heureusement, mais vraiment, c'est pour ça que je les cite et je les en remercie et je leur serai fidèle très longtemps. Euh, Quand tu sens que tu as des gens qui ne te lâchent pas et surtout qui croient encore en toi, malgré que ça a l'air de péter autour de toi, The Family, Mmh. euh, actionnaire de The Secret Company, bah, tu te dis, mais attends, mais si eux, ils y croient, il y a peut-être une raison. S'ils y croient encore. C'est des gens smart. Et ouais, exactement, tu te dis ça, ouais, ils ont plus d'expérience que moi. Et tu trouves un sursaut d'orgueil aussi. Tu sais ce que ça fait d'avoir été le loser pendant un an en soirée. Tu n'as plus envie de l'être. Donc, tu te Mmh. bats. Et effectivement, 2 fois, j'ai pas arrêté. Aujourd'hui, la structure est beaucoup plus solide. À l'époque, j'étais tout seul avec The Family, hein. Maintenant, tu vois, on est 12 dans l'équipe. J'ai fait monter dans le bateau 4 autres associés, donc on est 6 associés avec The Family. Même ma compréhension de ce qu'est un startup studio, de comment on doit l'opérer, de ce qu'on doit faire, est bien meilleure qu'il y a 1 an et demi. Qu'au début? Mmh. Mais, Et ça paraît évident, quoi. mais de l'autre, tu vois, la deuxième fois où j'ai failli arrêter, c'est ça qui m'a fait comprendre que je devais faire monter dans le bateau aussi mes meilleurs amis et qu'en fait, du coup, enfin, un seul CEO et un actionnaire, ça fonctionnait pas. Tu avais besoin de ping-pong avec des gens, tu avais besoin de te serrer les coudes et j'ai fait rentrer des nouveaux associés. Ouais, Ouais, tu avais besoin de partager ce voyage, quoi, tout simplement. ouais, ouais. Justement, convaincre ses potes à lancer des projets. On dit souvent, n'en parlez pas à vos potes, ne travaillez pas en famille, ne travaillez pas avec vos amis, c'est le meilleur moyen d'un jour créer des divorces. Mhm. Et toi, tu as dit, mais non, moi je vais vivre avec eux, on va partager nos slips sales, nos chaussettes sales. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est la meilleure idée que tu aies jamais eue? Euh, ben, moi, j'ai jamais compris ce truc-là, ce conseil-là. Je ne le comprends pas. Alors, Hmm. aujourd'hui, maintenant, avec The Secret Company, on monte des startups avec des gens qu'on connaît très peu et qu'il faut apprendre à connaître rapidement et qu'il faut créer de la confiance. Donc, on passe beaucoup de temps, on fait des séminaires avec, on va voyager. Moi, je passe ma nuit à discuter avec eux, etc. Hmm. Hum, Donc, je comprends d'un côté ce que c'est de monter une entreprise avec des gens que tu connais pas. Ouais. Mais j'ai appris à le faire. Ce qui était plus naturel pour toi, c'était de monter une boîte Ouais, avec des gens que tu connais. C'est ça que ben tu veux dire. ouais. Mais en fait, tu te maries pas avec un inconnu, c'est super rare. Enfin, il y en a qui font, mais c'est super rare. Tu vois, justement, si on est des animaux sociaux, moi, quand je me dis, je vais monter même un groupe de rock, enfin, tu vois, un groupe de musique, aller en soirée, je me dis, bah, je vais appeler mes amis, quoi. Je vais le faire avec eux. Donc, je n'ai jamais compris ce truc-là. Oui, je vois bien le truc oui, mais si ça foire, vous allez vous engueuler. Ok, bon, bah, de toute façon, les amis, ça va, ça vient. Et qu'en plus, c'est un super test entrepreneurial. Ouais, les associés de Secret Company, franchement, on s'engueule une fois par semaine. Mais en fait, c'est des engueulades super saines parce qu'on sait tous qu'on s'engueule parce qu'on a signé pour un objectif commun et qu'on veut gagner. Mais on s'engueule pas pour des. On se met pas des scuds dans la gueule à titre perso, parce qu'on a un objectif commun. Et tu vois, ce matin, je regardais un extrait, un Reels sur Instagram, et c'était Asher, le podcasteur, le YouTuber, Ouais. qui a dit un truc très vrai. Il a très bien résumé la chose. Il a dit on s'associe pas, on crée pas, on essaie pas, faut pas essayer de créer la meilleure équipe pour réussir. C'est impossible à faire ça. Je l'ai vu ce short, je crois. Ok, bah, il faut créer l'équipe avec laquelle tu sais que quand ça va être des galères, parce que tu vas en avoir, et des grosses galères, tu vas te mettre autour de la table et tu vas dire, les gars, au fond,
On avait On le signé pour ça. savait, On le on est savait, là. on avait signé pour ça. Et donc ça, moi par contre, je dis, il faut s'associer avec ses amis et il faut leur vendre une seule chose, potentiellement un trésor à la fin du voyage, qui, c'est marrant, il y a une très bonne métaphore dans Pierre des Caraïbes sur ça. Sur le fait que le trésor à la fin, quand tu le touches du doigt et que tu as les pièces d'or dans la main, tu te rends compte que c'était pas ça le trésor et que c'était l'aventure. J'y crois beaucoup. Mais mes amis, quand je les fais monter dans le bateau, je leur dis, je crois qu'il y a un trésor à la fin. J'y crois beaucoup. J'espère, je nous le souhaite. Mais je te vends que du sang et des larmes. Ça va être très dur. Ça va être très, très dur. Tu signes ou tu signes pas. Au moins, les gens connaissent les conditions. Si ça part en sucette, tu leur rappelles les conditions. Est-ce que tu regardes un petit peu les animés, les mangas? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien? Je n'ai pas cette passion, mais je la découvre parce qu'on m'a dit que notre aventure de Secret Company ressemblait beaucoup à One Piece. Donc, Bah oui. Et donc du coup, effectivement, donc le One Piece, ouais. il y a beaucoup de gens qui disent, que, bah, la fin de l'animé parce que c'est un manga aujourd'hui, je sais pas, il y a genre 1000 épisodes, ça dure Ouais. depuis des années, tu vois? Et on serait visiblement qu'à 50 de l'histoire, et cetera. Ouais. Et il paraît du coup que la fin de ces genre 20 ou 25 ans, tu vois, d'animé, c'est, bah, en fait les gars, le trésor, il existe pas et tout le trésor, c'est les 2500 épisodes que je viens de vous sortir. Donc on verra bien la philosophie sur laquelle ça finira Mmh. dans 10 piges, mais effectivement, j'aime à y croire. Pour ceux qui aiment lire et qui aiment le développement personnel, Paulo Coelho, l'alchimiste, ou Full Metal Alchemist pour tous les fans d'animé également, vous racontera une histoire potentiellement similaire. Tout le monde voit midi, à sa porte, à sa montre ou à son horloge. Pourquoi est-ce que du coup bootstrapper des boîtes et sortir de cette frénésie des levées de fonds, c'est une bonne idée et encore plus en ce moment dans la trends économique dans laquelle on est? Pourquoi est-ce que ton idée est une bonne idée? Je suis quand même un suceur moi d'un point de vue journaliste, tu sais? Tu es là, alors franchement, pourquoi est-ce que tu es un génie? Non mais sans déconner, raconte-le nous. Non mais ça, je pense que tu pouvais peut-être le pressentir, le prévoir au moment effectivement du first Covid, mais pourquoi entre guillemets ça a jamais été aussi valable maintenant, quoi? Non, mais c'est de la chance, hein. Là, je peux me pavaner. Oui, Alors par contre, qu'on se le dise quand même, ça fait 1 heure et demie qu'on parle de chance. À un moment donné, Max, quand il y a quelqu'un autour de toi qui te raconte ce truc et te dit: «Tiens, là, j'ai eu de la chance, là, j'ai» au bout d'un moment, quand la chance se répète, on appelle ça comment? Comment tu appelles ça, toi? Quand il y a plein de coups de chance comme ça, bah, comment le tu appelles karma, ça? tu vois, essayer de donner beaucoup avant de recevoir, essayer d'être positif, essayer d'aider, essayer d'amuser, tes proches, donner de l'amour en espérant en recevoir. Je pense que c'est réel. Je pense que ça ne s'explique pas scientifiquement, mais ça peut s'expliquer spirituellement. J'y crois beaucoup. Donc Et ben je fais voilà, très vous avez les 4 tips à sortir de cette, entrevue, merci bientôt. Florent Pagny l'avait chanté dans les années 90, donnez, 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 s non, qu'est-ce qu'il non, Nous ça voulons c'était autre chose. je crois que c'est l'héritage Foucault ou un truc comme ça. Florent Pagny, ouais, ça il chantait, «Donnez sans attendre en retour» Oui. et là, «Donnez, donnez, Dieu vous le rendra», c'est Ah un non, mais autre ami celui-là. c'est Enrico, oui, c'est Ouais. Enrico. Non, mais c'est vrai, mais du coup, moi, je fais très attention à mon karma. Mais non, mais quand je dis c'est de la chance, c'est qu'aujourd'hui, je peux me pavaner et dire: «OK, tout le monde galère à lever des fonds, Ouais, tu peux dire: «Eh les gars, moi je le sais, eh, mais ouais, vous mais avez vu?» ce serait mentir. C'est juste que je suis rentré dans l'entrepreneuriat par la porte des muses, je savais pas ce que c'était les muses. Donc j'ai toujours été très, concentré sur, mes clients, mon chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, j'ai monté un startup studio qui a une thèse d'autofinancement, de bootstrap. Ce Ouais. serait facile de se pavaner. La vérité, c'est que je sais pas trop comment j'en suis arrivé là. Il faut le dire aux gens. Faites des trucs et il vous arrivera des choses. C'est la phrase, Faites des trucs, vous la arriverez à la des plus choses. claquée au N'oubliez sol pas votre bouteille de rosé et puis pensez bien au dos d'âne. Voilà. c'est la phrase inspirationnelle la plus claquée au sol qui existe, mais je pense que elle est très vraie. On en fera Et un reels, compte sur moi ouais, je pour le suis mettre chaud, en je short suis chaud, sur je suis YouTube. chaud. Non, mais de l'autre côté, tu vois, il y a des entreprises que je vois où parce que, pour apprendre moi et pour le karma, quand des entrepreneurs, ont monté des projets et me demandent de l'aide, je me libère du temps pour le faire. Parce que je vais toujours apprendre quelque chose et qu'en plus, je vais les aider et je vais prendre des points de karma. Donc je fais beaucoup de café, de resto avec des entrepreneurs qui sont beaucoup plus forts que moi parfois, mais ils ne se rendent pas compte. Ils viennent me demander de l'aide et moi, j'essaie de les aider avec moi ce que je sais faire, tu vois? Et parfois, j'en vois à qui, je conseille de lever de l'argent très rapidement, très fort, beaucoup. Parce qu'ils sont sur des marchés où, l'outil qu'est la levée de fonds est un très bon outil qui s'applique très bien à leur histoire, à leur business model, à leurs produits, à leur équipe et à qui ils sont eux en tant qu'humains. C'est un outil, la levée de fonds.
Et parfois, il faut accélérer très vite parce que la concurrence est internationale et elle, très financée, va très vite. Et même si tu es très bon, tu vas perdre parce qu'ils sont trop financés et qu'ils vont trop vite pour toi. Ouais. Donc, faut pas. Surtout que la roue tourne, comme disait Ribéry. La roue tourne toujours. Dans 20 ans, la levée de fonds sera à la mode. Et peut-être que j'aurai changé de bord. Donc, je vais pas taper sur les fonds d'investissement. C'est intéressant. Tu as cette certaine forme d'humilité, mais qui est pratiquement bien branlée, tu vois, où effectivement tu te dis, bon, bah voilà, mon positionnement est celui-là aujourd'hui. Par contre, potentiellement, voilà, aujourd'hui je suis vegan. Par contre, putain, demain je me bouffe un steak, quoi, tu vois. Et c'est OK, ça fait partie du chemin. Peut-être qu'il y aura un dodan qui m'aura fait manger du steak et c'est comme ça fait partie de la vie. Et je pense que c'est intéressant que tout le monde l'intègre bien et arrive bien à voir tous les messages subliminaux, lire entre guillemets entre les lignes. Tous les secrets qu'on a pu échanger durant cet échange, parce que tous les secrets, vous le savez maintenant, ce sont des choses qui sont dites en public, mais qu'une poignée de gens arrivent à interpréter et à comprendre. Et c'est hyper important ça, parce que c'est finalement accepter cette espèce de flexibilité de qui on est, de notre identité, de nos envies, de s'adapter aux conditions du marché, que peut-être aujourd'hui c'est plus intéressant de bootstrap et peut-être demain c'est plus intéressant de lever, et que ne pas toujours essayer de se foutre dans une putain de case. Je sais pas. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est même se faire un cadeau, je pense, à titre perso, de s'éviter de se mettre dans une case et de se donner la possibilité de changer. Et tant que, on va dire, ça fait pas trop de malheureux des humains, tu as le droit, notamment dans le business, on va dire, tu as le droit de retourner ta cape. Surtout sur des tests comme celle-ci, tu vois. Tu as le droit de te dire, je me suis trompé ou j'avais raison avant, mais en fait, j'ai voulu faire autre chose. Tu as le droit de changer, en fait. Tu as le droit d'évoluer. Et ben voilà, tu as le droit d'évoluer, fais des trucs, t'auras des choses. Oublie pas ta bouteille de rosé et fais attention au Dodan. Écoute, moi je pense que c'est décidé, je le savais avant de partir, que c'était la meilleure interview de Blondie ever. Et j'aimerais qu'on clôture du coup notre échange avec des petites questions comme ça que je vais te poser très vite et que tu me donnes Ouais, vraiment les vas-y. premiers trucs qui ressortent, les premières envies. Super reels, des super shorts et faire un maximum de buzz de l'internet. D'accord? C'est bon? T'es prêt pour moi? Allez, vas-y, feu. C'est quoi ta vie de rêve aujourd'hui? Celle que j'ai. C'est une belle réponse. Tes vacances de rêve, elles ressemblent à quoi? 30 jours avec toutes les semaines des groupes d'amis différents, très différents, dans des destinations différentes et dans des lieux différents. Et là, tu vois, c'est un peu ce que tu vois, je te mens pas quand je dis que j'ai une vie vraiment, je la chéris. Là, tu vois, je vais partir au Portugal, dans le sud du Portugal, faire des clubs un peu beaufs avec des amis. Et la semaine d'après, j'ai un groupe d'amis, on a loué un catamaran avec skipper, on est 12 sur un bateau en Croatie, on fait le tour de la Croatie, tu vois. Les standards sont pas les mêmes, les groupes d'amis sont pas les mêmes, les kiffs et les délires vont pas être les mêmes. Mais j'aime bien Mais switcher. tu vas kiffer tout autant. Ouais, j'aime bien switcher, découvrir et faire des choses très différentes avec des gens très différents. J'aime bien la différence en fait. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Je crois. Il y a encore C'est des quoi le trucs à bonheur? améliorer, mais je C'est quoi le crois, ouais. bonheur? C'est quoi le bonheur du coup? Oh, vache. Je suis pas bon à ces trucs-là. C'est peut-être avoir vécu des choses qui t'amènent à te dire qu'aujourd'hui, tous les problèmes que tu peux avoir au quotidien ne sont que des dodanes sur la route. Et surtout, n'oubliez pas votre bouteille de rosé. C'est quoi la réussite pour toi? Comment est-ce que tu la catalogues aujourd'hui, la définis? Comment est-ce que tu l'as étiquetée? Réussir avec les autres, C'est beau. C'est quoi ta définition d'une tribu? une tribu, c'est des gens qui n'étaient pas faits pour se retrouver ensemble, qui sont très différents, mais qui arrivent à s'aimer. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? On le devient. Eh bien, c'était Maxime Blondel sur le podcast. C'était un vrai plaisir de t'avoir. J'ai vraiment passé Merci à un toi. excellent moment. Est-ce que tu as kiffé? Ouais, de ouf. Franchement, ce matin, quand tu m'as envoyé un texto en me disant ça va être la meilleure interview que tu aies jamais vécue, honnêtement, j'ai parlé de sujets même très perso, de mon enfance et tout. Donc, je crois que j'avais jamais parlé. Donc, franchement, alors déjà, tes talents d'animateur sont assez incroyables. Je pense que
Tu finiras dans une très grande émission YouTube ou à la télé, si la télé n'existe plus. Mais tu as un avenir là-dedans. Et tu étais très bien renseigné, tu avais des super questions. J'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. J'espère pour vous tous qui nous écoutez que vous avez passé un excellent moment, que vous avez réussi à retenir l'essence, de la crème de notre échange et que vous allez pouvoir le mettre en pratique dans votre vie pour tout simplement ajouter un petit morceau de bonheur, de peps, de soleil et bien évidemment de conseils pratiques pour développer et gagner un maximum d'oseille, que ce soit pour vaincre votre syndrome de l'imposteur ou tout simplement pour vous amuser à développer vos boîtes avec vos potes. Bien évidemment, tous les liens pour découvrir le quotidien de The Secret Company qui était avec nous aujourd'hui tout au long de cet échange. Les liens sont dans la description juste en dessous. Si vous avez suivi ce podcast jusqu'au bout, vous mettez dans les commentaires les secrets sont les choses partagées en public que très peu d'élus comprennent. Vous mettez cette phrase dans les commentaires. Les secrets sont les phrases partagées en public que très peu comprennent, que uniquement les élus comprennent. Vous mettez ça en commentaire. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles et puis la petite review avec le petit texte. Et ça voudra dire que vous faites partie des vrais, voilà, des élus justement, qui ont compris les petits secrets partagés et cachés. Bien évidemment, on vous aime. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci beaucoup d'être avec nous au quotidien toutes les semaines pour ces parcours d'entrepreneurs incroyables. Blondie, on te retrouve bientôt dans de prochaines aventures. Bien évidemment, on aurait pu dire que c'est des dizaines de millions d'euros générés aujourd'hui avec The Secret Company, que c'est un succès incroyable, que les femmes font la queue à l'appartement pour pouvoir ne serait-ce que toucher de près ou de loin le succès qui vous guette. Mais on en parlera peut-être dans un prochain épisode. Allez, avec plaisir. Merci Enzo. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Bye.